Bonsoir à tous et bienvenue sur le moment Little Talk de la semaine. Nous avons en notre compagnie le joueur sans fromage, un autre streamer québécois qu'on va présenter d'ici quelques secondes. Donc, moment Little Talk, je vous représente le concept comme à chaque semaine. C'est un petit moment très très cozy, très casual, pas de stress, pas de standard non plus. C'est moi, un invité, on parle d'un sujet donné qui est bien souvent maîtrisé par mon invité. Cette semaine, on va parler finances. Donc je reviens à mon invité, joueur sans fromage, streamer québécois, mais bonjour, bienvenue chez nous, comment vas-tu? Merci, ça va très très bien. Merci de l'invitation d'ailleurs. Tout le plaisir est pour moi de faire ta connaissance. Ça faisait un moment que je te suivais sur Twitch, puis j'avais hâte de pouvoir collaborer avec toi. Je trouve que t'es un beau standard de qualité, puis je te vois bien grandir dans Twitch, puis j'apprécie ton contenu. Fait que c'était le moment de clore ça. Donc, qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne? Depuis combien de temps tu streams? Comment tu t'es adonné à commencer à streamer? Je pose beaucoup de questions, mais bref, présente-toi. C'est qui le joueur sans fromage? Oui, le joueur sans fromage, c'est moi. C'était un streamer de variété. J'avais l'intention de me spécialiser dans un jeu, je sais pas lequel, mais j'avais l'intention, sauf que en tant que gamer, je change tout le temps de jeu, donc je peux pas, en tant que streamer, faire différent. Donc, ça change à peu près tout le temps. Sinon, à part ça, je stream, j'ai pas mal 3 jours dans mon horaire, le vendredi, samedi, dimanche. Les autres sont ponctuels comme ça à date. Sur mon stream, c'est pas mal. C'est pas pour rien qu'il y a du monde qui se sont fait des faux comptes, genre le joueur qui joue pas. Et bien souvent, le jeu est en pause parce que j'arrive pas à suivre mon chat et que je suis mon chat et que je joue pas. Faire les deux en même temps, des fois, ça arrive. Je m'améliore, mais c'est ça. C'est plus une chaîne où est-ce que on chill. C'est du just talking avec un jeu en background, grosso modo. Ah, ok. Sinon, c'est ça, je stream officiellement. Mais mon premier stream était en décembre. Officiellement. Ah, fait que ça va faire un an bientôt, là. Oui, mais en décembre, j'ai streamé comme 2 jours. Je faisais des tests. Ça n'a pas donné grand-chose. J'ai recommencé en janvier. J'ai fait, OK, là, je stream sur Twitch. Let's go. En février, j'étais affilié. Puis là, ça va faire bientôt 9 mois que je suis affilié. Le 21 octobre. Oh, félicitations. Merci. C'était ton premier passage à la création de contenu sur Internet ou t'as déjà fait du YouTube à quelque part ou des choses comme ça? En fait, j'avais l'intention à la base d'être YouTuber. Je savais à peine l'existence de Twitch, je savais que ça existait. On m'en parlait dans le temps des Video Games Done Quick. Je savais que ça existait, je savais que ça streamait des jeux vidéo, mais ça m'intéressait pas, hein, quelle ironie. Puis finalement, j'ai ça éditer. Ah! Donc, le direct, c'est une bonne plateforme. Oui. Finalement, c'est ça. J'ai essayé ça, j'ai essayé de streamer un petit peu avec Pokémon. Je faisais, non, j'aille pas ça. Fait que j'ai essayé sur Twitch. Puis ok, ouais. Là, j'ai décidé de faire ça comme du monde, et que j'ai recommencé en janvier, puis c'est là que ça a commencé. Excellent. Puis, pourquoi le joueur sans fromage? De ce nom-là, j'imagine que tout le monde dans le chat se pose la question, sauf les gens qui viennent de chez toi, là, qui savent déjà la réponse. Mais ça vient de où, ce nom-là? Comment t'as choisi ça? C'est assez original, là. C'est un peu loufoque. De base, ça vient de l'expression anglophone de cheese. Tu sais, quand tu cheese dans un jeu, je sais pas si c'est l'expression. Explique-la pour ceux et celles qui ne le savent pas. C'est quoi cheesy? Donc, toi, tu le sais, mais pour les autres, tu sais. On va dire que je le sais. Je le sais pas partout, mais je vais passer dans... C'est la faute des autres. On va le dire. J'essaie de faire passer ça, tu sais. Mais oui, le cheese en anglais, c'est, on va dire simplement, c'est exploiter les failles ou les mécaniques d'un jeu pour atteindre des objectifs ou battre des défis sans avoir besoin de compétences. Donc, tu sais, c'est un peu comme... En fait, l'origine de ce que j'ai trouvé sur Internet du mot cheese date de 1992 dans un tournoi de Street Fighter. Donc, Street Fighter, il y a bien longtemps, il y avait un combo. Donc, c'est un dude qui pouvait faire par en arrière, par en avant, A. Puis, ça faisait une attaque que si tu bloquais, tu mangeais beaucoup de dégâts. Si tu bloquais pas, tu mangeais vraiment plus de dégâts. Puis, tu peux pas l'esquiver. Fait que ça, c'est là qu'est venue l'origine du cheese. Parce que le gars avait pas besoin de faire d'effort. Il faisait juste en arrière, en avant, A, puis il gagnait. C'est un peu comme un glitch? Oui, c'est un glitch, c'est un oubli ou c'est juste comme une exploitation. Parce que le glitch, des fois, c'est pas cheesé. Parce que des fois, les glitches peuvent être complexes à accomplir, donc demandent de la compétence, ironiquement. Mais le cheese, c'est vraiment faire quelque chose. Tu sais, tu réussis à battre un boss dans un jeu difficile, dans Dark Souls. Tu sais, les jeux difficiles, là, tu le pognes dans un coin, puis tu le frappes jusqu'à ce qu'il meure, puis qu'il puisse pas bouger. Ce genre d'affaire-là. Ok. C'est comme ça qu'on peut appeler ça du cheese. Puis, pourquoi est-ce que je cheese pas? C'est parce qu'à un moment donné, j'ai joué à un jeu. Puis il y a un dude, j'ai joué à Bloodborne. Pour ceux qui connaissent, dans Bloodborne, tu peux te faire envahir par d'autres joueurs qui viennent pour t'éliminer. Puis le gars, il s'est mis dans une position c'est un glitch.
J'arrivais pas à l'atteindre, puis lui, il pouvait m'atteindre, puis il m'a juste éliminé. Puis j'ai rien pu faire. Puis au lieu de le traiter de cheeser, je l'ai juste traité de gros blocs de fromage. J'ai trouvé ça tellement drôle de traduire le terme que j'ai dit, là, moi, je le suis le joueur sans fromage. Puis ça, c'était juste avant que je commence mon YouTubing. Fait que ça l'a comme stické. Ok. Fait que le Brand Star a commencé là. C'est bien, puis ça t'a suivi. Ouais, coïncidence. Excellent. Puis ça transparaît-tu encore dans ta chaîne en général? Tu cheeses toujours pas. Fait que t'es pas intolérant au lactose, comme la plupart des gens le pensaient. Je suis aussi, c'est une coïncidence. Ah, coïncidence! Ouais. Fait qu'il mange pas de fromage non plus. Non, c'est ça, exactement. J'aime beaucoup ça, j'en mange, mais il y a des conséquences néfastes. Ouais, je te comprends. Est-ce que, tu m'as dit un peu plus tôt que tu étais de la région de Québec. Qu'est-ce que tu fais dans la vie aussi? Parce que j'imagine que tu fais pas du Twitch à temps plein, tu as un travail à côté de ça. Oui, effectivement, je travaille en finance. Donc, est-ce qu'il y a des gens que ça lui disent quelque chose aujourd'hui? Le petit titre en bas de l'écran est marqué les finances, puis mon invité, il travaille en finance. Je pense qu'on va parler de lui encore un peu. Coïncidence, c'est ça? Coïncidence, c'est beaucoup de coïncidences. J'aime ça. Dans le fond, qu'est-ce que tu fais? Dans le fond, tu travailles dans quel genre d'entreprise? C'est parce que les finances, c'est assez large là, comme terme. C'est quoi tu fais exactement? Ben, officiellement, mon terme, c'est conseiller en finance. Donc, c'est relativement très large comme terme. Je travaille dans une institution financière, puis j'accompagne des gens dans leurs finances. J'irai pas plus en détail que ça. J'ai pas envie de nommer d'institution parce que, ben, tu sais, quand tu travailles pour une institution qui est assez grande, je veux pas associer ce que je vais dire à cette compagnie-là. C'est pas un secret, je suis pas du tout honteux, mais ce que je vais dire ce soir, c'est mes paroles, c'est ma connaissance. Peut-être que l'institution pour laquelle je travaille partage ce que je dis, peut-être qu'il est pas... Je veux juste comme pas me mettre de... Tu veux dissocier les deux, là. Toi, ce que tu dis ce soir, puis ton employeur, puis ce que tu fais pour le travail. C'est parfait. Je voulais aussi en profiter pour faire une petite parenthèse pour les gens sur le chat et préciser que t'as une éthique de travail, puis il y a aussi certaines règles de conformité gouvernementale que tu peux pas divulguer ce soir. Fait que s'il y a des questions qui vont à l'encontre de ça, ben tu y répondras pas. Puis c'est pas par souci de genre faire ta bitch, tu peux répondre puis être snob. C'est juste parce que ben on a des règles des fois, puis on n'a pas le choix de se conformer. Pour être bien simple, grosso modo, je peux pas parler d'aucun type de placement particulier. Je peux pas parler, par exemple, qu'est-ce que je pense de tel type de compagnie pour investir. Je peux pas recommander un titre ou un autre ou ce genre de choses-là. Mais est-ce que tu peux, par exemple, m'expliquer la différence entre un CELI et un REER? Ça, t'as le droit. Ça, y a pas de problème. Okay. Ça, tout ce qui reste objectif. D'accord. Mais je peux pas commenter sur ce que je pense de la compagnie Google ou Apple. D'accord. J'ai pas le droit de faire ce genre de choses-là. Excellent, on va se fier à ça. Pas de problème. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à nous en faire part. On va y répondre à mesure, je pense. Bref, tu nous as parlé d'une institution financière. Ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant? Dans les finances, en général, là, le poste que je fais, j'ai complète ma 5e année, mais ça fait 9 ans que je suis en finance. Oh, déjà 9 ans? Ouais. Wow. Puis t'as fait quoi comme études? C'est pas indiscret? Oui, en administration, à l'Université Laval. Ben simple. Pas de maîtrise de rien, un bac. Un bac? Ouais, de quoi de ben simple, puis ultimement, tout ce que j'ai appris en travaillant, c'est des choses que j'aurais jamais appris en classe. Puis j'utilise pas grand-chose de ce que j'ai appris en classe dans ce que j'applique au travail, mais ça m'a appris quand même à développer mon esprit critique à l'université, donc déjà ça que ça l'a servi. J'imagine que ça prend un diplôme d'études collégiales, genre des sciences humaines pour aller à l'université, c'est ça que ça prend, mais t'as pas fait de technique où il y a rien qui est complémentaire. Tu sais, est-ce qu'il y a des techniques qui existent qui peuvent être complétées par un bac en finance comme t'as fait? Ben, c'est sûr que si tu fais, parce qu'il y a des attestations d'études collégiales en finance, en service financier qui appellent, il y a des techniques en service financier aussi, donc il y a plein de choses qui peuvent servir si tu sais déjà que tu veux aller en finance. Mais sinon, écoute, moi au cégep, j'ai fait art plastique et médiatique. Ah oui! C'est drôle comment, genre, finance puis art plastique, je considère pas que c'est la même branche de personnes. Je trouve ça très disparate. J'ai fait mes 2 ans d'art plastique, j'ai passé 3 ans dans les forces armées en tant que réserviste, puis là je suis rendu un gros barbu dans les finances. Ben c'est intéressant. Ça te passionne, je veux dire, sinon t'aimerais probablement pas ça, je veux dire, tu t'en ferais pas ça de ta vie. J'adore le concept des finances, j'adore le potentiel. Les gens, des fois, ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça nécessairement, pas qu'ils aiment pas en parler, ils aiment pas penser, mettre l'effort dans leur propre budget ou dans leur propre finance, parce que des fois c'est comme effrayant, c'est intimidant. Oui. Moi, tu me demandes d'ouvrir mon dash de char, puis je suis comme non, on va voir le garagiste, puis c'est lui qui s'en occupe. Mais tout à fait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un sujet, on dirait que les gens aiment pas aborder.
Puis moi aussi, je réalise là, que côté éducation, on n'en parle pas à l'école. Puis côté aussi éducation parentale, mes parents m'ont presque jamais parlé de l'argent puis comment gérer un C'est budget. tabou. Oui, Hmm. je trouve ça dommage Au parce Québec, que beaucoup, c'est très tabou, oui. on arrive à un âge adulte puis on se retrouve avec tous les paiements, après ça, gérer comme le crédit, les impôts, puis toutes sortes de choses. Puis on est comme livré à nous-mêmes puis à apprendre un peu sur le tas. Puis il y a bien des choses qu'on aimerait savoir probablement plus jeunes qu'on pourrait anticiper. Fait que si aujourd'hui on peut orienter plus de jeunes, ce serait cool. J'aimerais ça faire ma part pour eux. Parce que moi, avoir reçu à 15 ans, là, que juste avoir mis un petit peu d'argent dans un placement, là, que 25, ben pas 25 ans plus tard, mais juste 10 ans plus tard, là, ça aurait aidé à acheter une maison ou à faire un prêt hypothécaire ou peu importe, Oui. ça paraît, ça fait une différence. Sous-estimez Ça fait une pas bonne ça, c'est important les sous. C'est l'effet boule de neige qu'on appelle, Mm. qu'on vulgarise. Exact. Puis, je veux juste finir sur ton parcours. Tu m'as parlé. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse à court, moyen, long terme? Peut-être retourner à l'université faire une maîtrise? Ça pourrait-tu te donner des débouchés différents? Oui, absolument. J'y ai pensé, mais ça m'intéresse pas. Je suis vraiment pas un gars de banc d'école. Honnêtement, j'ai vraiment pas aimé mon expérience universitaire. Je suis heureux de l'avoir fait. Je le regrette pas, mais j'ai vraiment pas envie de me rasseoir là-bas. Je te comprends. Moi aussi, je suis pas de la génération, mais le genre de personne qui pense qu'on apprend plus sur le marché du travail que sur un banc d'école. Ouais, sur le terrain, on apprend énormément plus, beaucoup plus rapidement. On fait peut-être des erreurs qu'on n'aurait pas fait si on avait plus étudié, mais tu sais, il n'y a rien qui te prépare au marché du travail comme le marché du travail. Exact. Tu nous disais un peu plus tôt que tu étais conseiller financier, mais je pense qu'en privé, tu m'as glissé à l'oreille que tu te spécialisais en succession. Oui, c'est ça, ben, veux pas, des fois on se spécialise, puis moi, on m'a demandé dans mon cadre de travail de combler un poste. Puis, durant ce poste-là, il s'est arrivé que je me suis occupé pendant pas loin d'un an d'une moyenne de 12 successions par semaine. Fait que, de facto, je suis devenu la personne la plus qualifiée à gérer oui. des successions à mon institution financière. Et ben, je suis maintenant rendu une personne pas mal ressource. Je suis pas juriste, faut faire attention, je suis pas fiscaliste, je suis pas planificateur successoral, mais je suis tout ce qui est dans la gestion, comme post-mortem, quand elle est déjà morte, Ok. je suis rendu pas pire. Ok, fait que c'est vraiment après la mort que toi t'interviens. C'est pas avant Exact. sur la planification. Ça, c'est un Moi, notaire, c'est ça? Qui gère plus ça? Là, on va pouvoir en parler, ça me fera plaisir, Ok. mais il y a vraiment plusieurs personnes qui sont impliquées dans la Ok. planification. Puis moi, je suis plus dans quand il est trop tard, là, comment on fait pour essayer de sauver les œufs, puis les œufs qui sont cassés, comment on les gère. À peu près ça. Ok. C'est une façon de voir les choses. Donc, je vais juste passer un petit peu sur le chat. On avait Zazou qui nous faisait le commentaire comme quoi que ça nous rendait plus intelligents dans nos choix monétaires. Oui, d'être bien informé, je pense que oui, ça oriente mieux nos choix. C'est une bonne chose. Puis, je lirai pas le reste des commentaires. Mais oui, c'est une bonne personne, c'est pas un salaud. Il fait son travail. Ben, en fait, j'ai aidé beaucoup de personnes et techniquement, Oui. je pense pas avoir nuit à personne, là, j'espère en tout cas. Mais t'es un élément neutre, toi, t'essayes. C'est juste. Moi, c'est ça. Moi, mon but, c'est quand il arrive quelque chose, c'est comment on le gère, comment je fais pour rendre ça la vie la plus simple possible pour la personne qui est devant moi, qui est normalement l'exécuteur testamentaire. Donc, comment je fais pour que sa vie soit facile, simple, puis tu sais, on s'entend, là, quand, mettons, là, toi, là, tu deviens exécutrice testamentaire. Normalement, tu es un peu impliqué émotionnellement avec la personne dont tu traites la succession. C'est souvent un parent. Tu sais, il y a beaucoup d'émotions qui se présentent dans ta tête. En plus, il faut que tu gères toute la maudite bureaucratie qui vient avec. Donc, tu sais, moi, ma job, là, c'est de faire en sorte que, regarde, on vulgarise, on simplifie les choses, puis on t'enligne vers par là-bas, puis let's go, ça va marcher. C'est quoi, mettons, en moyenne, le temps que ça prend pour traiter un dossier de succession? Le jour où Moi- ça arrive sur ton bureau, puis que c'est fini, puis c'est bouqué? Ça dépend. Moi, de mon côté, c'est pas très long. La rencontre, ça peut durer aussi court qu'une demi-heure, aussi long qu'une heure et demie. Moi, mon but, c'est de traiter ce qui se passe à ma propre institution. Des fois, aller envoyer des notices aux autres institutions pour rapatrier les choses pour que ça soit traité à la même place. Des fois, c'est l'inverse. Je ferme les choses ici pour l'envoyer à l'institution où est-ce que décider d'ouvrir le compte de succession. Puis, donner des conseils. Donc, moi, de mon côté, chaque personne que je rencontre, normalement, si je passe une heure et demie avec, c'est pas mal l'essentiel. Souvent, ils me rappellent, ils m'envoient des courriels, je les rencontre faire des suivis parce qu'ils ont d'autres questions, d'autres besoins. Mais moi, j'ai pas la partie difficile. Ça reste le liquidateur qui a la partie plus longue, là. Puis, y a-tu des choses qui sont récurrentes dans tes dossiers de succession? Des genres de conseils qui reviennent souvent ou des questions que les gens ont?
Parce que quand on parle de succession, pour ceux peut-être qui ne le savent pas, c'est dans le fond, c'est quelqu'un qui est décédé, il lègue ses biens monétaires et aussi immobiliers, j'imagine, à des gens autour de lui. Puis toi, c'est toi qui reprends ces dossiers-là puis qui les redistribue, comme tu disais un peu plus tôt, comment on appelle ça, les personnes qui héritent? Les héritateurs, non? Les héritiers? En fait, c'est pas moi qui fais ça non plus, c'est le liquidateur qui fait ça. Moi, en fait, mon travail, c'est vraiment que l'institution où est-ce que je travaille s'occupe d'ouvrir le compte, de le gérer, plus les mais comptes. on fait pas de transaction. C'est le liquidateur qui, lui, va prendre des chèques, payer les factures, payer les héritiers. Nous, c'est vraiment juste de s'assurer que tout se passe dans les règles de l'art, mais encore là, s'il se passe des choses mal, c'est le liquidateur qui est responsable. Donc, nous, on est là pour supporter le liquidateur. OK. Fait que finalement, c'est le liquidateur le méchant, c'est pas toi. Ben oui, si ça se passe mal, c'est le liquidateur qui a mal fait son travail. Okay. Je dirais, tu me demandais, il y a une chose qui revient. La chose qui revient le plus, là, c'est à quel point le monde sont pas prêts à mourir. Ouais. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est pas grave, là, ils s'arrangeront avec mes affaires, là, puis ils refuseront ma succession ou ils s'arrangeront avec ce qui reste. » C'est pas si simple que ça. Surtout, faut pas oublier qu'être conjoint de fait, c'est pas un état matrimonial reconnu. Ah, donc, je savais pas. C'est juste un état sur votre rapport d'impôt. C'est pas reconnu. Ça veut dire que si, mettons, toi, ton chum, vous êtes conjoint, vous n'êtes pas marié, mettons que vous avez un enfant puis une maison, toi, tu décèdes, ton enfant hérite à 100% de ta maison, de ta partie de la maison. Mais ton enfant, il n'est pas éligible sur l'hypothèque. Fait que là, ça veut dire que ton chum, s'il veut garder sa partie de la maison, il faut qu'il prenne l'hypothèque à 100% tout seul. S'il n'est pas capable, il faut qu'il vende la maison pour payer son enfant. Wow! Ça fait... en tout cas, tu viens de le vulgariser très bien, mais je trouve que ça fait pas de sens. Fait que mais ça fait pas de sens parce que les gens étaient pas prêts. Dans le fond, ce qu'il faudrait que les conjoints de fait fassent, c'est d'avoir un testament clair qui redirige les biens vers le membre qui est pas décédé. Exactement. Idéalement, le conjoint vers l'autre conjoint. Et là, je dis ça comme si c'était la fin du monde. Il y a toujours des moyens. L'institution va essayer d'aider la personne à ce que ça arrive pas. Mais reste que des fois, c'est déjà arrivé qu'un cas comme ça, ce soit inévitable. Ils ont dû vendre la maison pour payer un héritier qui n'était pas prévu du tout à ce qu'il hérite. C'est un peu étonnant quand ça arrive. Puis advenant le cas que tu n'as pas d'héritier puis que tu n'as pas de testament, ça va aux parents? Tu as toujours un héritier. Si c'est pas ton enfant, si c'est pas ton époux, ça va à tes parents et frères et sœurs. Si tu n'as ni un ni l'autre, ça va à des cousins, neveux, nièces. Okay. S'il n'y a personne jusqu'au 8e degré, ben, le gouvernement est le merveilleux héritier qui va ramasser tes biens. Ok, j'avais déjà entendu ça, que c'était le gouvernement qui reprenait les biens, mais c'est rendu au 8e degré, il faut vraiment que tu n'aies pas de famille, là. Ouais, c'est ça, là, t'es un... Ben, je dis un orphelin du Plessis parce que j'ai déjà eu ce cas-là, mais ouais, c'est ça, t'as personne, là, littéralement, là. Tu fais du dégât, ça t'a choqué? Non. Tu te laisses emporter, une chance que c'est juste de l'eau. C'est juste de l'eau. Je vais lire un commentaire de Zedson qui a l'air à poser une question. Je l'ai pas encore lu au préalable, donc je sais pas comment ça va sortir. Donc, il indique, Zedson. J'avais un peu bossé dans le recouvrement et beaucoup de dossiers venaient de personnes décédées. Il fallait que je voie avec le notaire car c'est lui qui ouvre le compte, mais du coup, c'est toi qui orientes les finances du défunt. Donc, c'est ça la question. Est-ce que c'est toi qui orientes les finances du défunt? Est-ce que c'est toi qui rouvre le compte? Oui et non. Le notaire peut ouvrir le compte, puis des fois, il est fait pour des successions plus complexes, parce que le liquidateur, il veut pas s'en occuper. C'est trop compliqué pour lui, il préfère payer le notaire pour avoir la solution clé en main. Normalement, le notaire va ouvrir son compte aussi à l'institution financière, ou c'est le liquidateur qui s'en occupe. C'est la personne qui s'occupe de la succession qui paye les dettes et qui distribue les biens. Ok. D'accord. Pour la répondre à Astro, ce soir, on reçoit un conseiller financier. Il se spécialise dans la succession, mais on va aussi parler un petit peu finance de conseil général, je pense. Serait-ce que c'est un conseiller, hein? Il est là pour ça. Il va nous conseiller, question finance. Lily Pop qui nous en pose une excellente question. Un couple n'est pas marié, mais qui a des enfants communs. À qui vont en premier? Mettons qu'il n'y a pas d'acte notarié. Est-ce que son parent par défaut ou ça revient au final? La question. Effectivement, dans le fond, dès que tu as un enfant, c'est lui qui est héritier à 100%. C'est aussi simple que ça. Si tu as plusieurs enfants, c'est divisé. C'est tes héritiers légaux. Si jamais tes enfants venaient à décéder avant ou en même temps que toi, ou qu'ils sont répudiés, dans le sens qu'ils t'auraient tué, ça arrive. Là, ça va aller à tes autres héritiers légaux qui sont tes parents, frères et sœurs, cousins, neveux, nièces et tout. Le conjoint n'aura jamais rien. Jamais.
sauf s'il y a un testament. Le conjoint de fait, même si le parent de ton enfant, n'aura jamais un sou s'il n'y a pas de testament. Très important. D'accord. On dirait que je commence à avoir des espèces de flashs rouges partout qui font genre Marie, ça te prend un testament? Marie, ça te prend un testament? Ou ta C'est méchante très belle-mère, elle va important. partir avec ta maison. Bon, Zaber nous demande est-ce qu'on peut mettre un héritier, un ami? Oui, Non, on peut mettre absolument. n'importe qui tant que c'est nous qui le désigne. Ok. Et c'est ça, et ça prend un testament. Puis idéalement, là, vous allez, tu sais, le monde me dit ah bon, un testament, pas besoin d'aller chez le notaire, on va écrire ça sur un napkin, il n'y en a pas de problème. Effectivement, un napkin peut être reconnu comme un testament valable. Ah ouais. Il faut qu'il y ait la signature et la date, ça c'est très important. Cependant, un testament notarié, si vous allez chez le notaire, il va s'arranger pour que le testament soit légal à 100%, qu'il ne soit pas contestable, et ça va coûter 400$. Ça va prendre à votre décès 2-3 semaines à le faire authentifier. Merci, bonsoir, c'est réglé. Si tu le fais sur un napkin ou sur une belle feuille 8,5, tout écrit, toute belle, toute cute, tu l'as copié d'un testament de notaire, tu l'as fait toi-même, s'il n'est pas notarié, ça prend entre 6 à 18 mois le faire authentifier et entre 1500 et 3500$ de frais juridiques pour le faire authentifier. Fait que s'il n'est pas authentifié, c'est vraiment plus long. Exactement. S'il n'est pas notarié, on parle d'un maudit paquet de problèmes. Est-ce qu'il y a une limite de montant dans un héritage? Pas en tout. Non. Je veux dire, si tu as 8 millions de dollars dans ton compte de banque et tu dis je lègue tout ça à mon chien, ben là tu viens de créer des fâchés, mais ton chien est rendu multimillionnaire. Question qui me pop comme ça, est-ce qu'un héritage c'est imposable? Non, un héritage n'est pas imposable et si c'est bien fait dans le testament, c'est aussi insaisissable. Ce qui veut dire que si jamais tu déclares faillite, les huissiers ou le gouvernement ne peuvent pas venir ramasser l'argent de l'héritage pour venir se payer. Et tous les biens qui sont achetés avec un héritage sont aussi insaisissables. Donc ça veut dire que si tu as hérité de 200 000$, tu as acheté une maison, la maison elle-même est insaisissable. Ah, c'est une bonne chose. Tu veux dire c'est de l'argent qui est comme sécurisé. Eh bien, c'est ça. Ultimement, tu vises pas à faire faillite, on s'entend, là, mais si jamais ça arrive ou si tu hérites pendant que tu es dans un moment difficile financièrement, ben au moins ton héritage, il pourra pas se faire voler. Faut faire attention. Ben là, je dis ça comme ça, mais il y a toujours des nuances, puis il faut faire ça dans les règles de l'art. Si ça arrive, allez voir un conseiller. Et là, on reste dans le général aujourd'hui. Tout ce que je dis, il y a du blanc, il y a du noir, mais tu sais, il y a 50 nuances de gris, c'est merveilleux à dire. Mais oui, c'est ça. Rien de ce que je vais dire aujourd'hui est un cas définitif pour tout le monde. Et oui, il y a des lois qui sont des lois, là, ça change pas. Comme les héritiers, comme je viens de dire, c'est sûr que c'est ça. Mais des fois, dans l'aspect conseil, je vais toujours vous référer à avoir votre propre conseiller. Si vous n'en avez pas, ça se trouve, c'est gratis. Puis là aussi, je voudrais faire une parenthèse. Ces lois-là ici qui régissent le Québec, Canada, c'est pas les mêmes choses qui vont être régies en Europe. Parce que je sais qu'on a des viewers européens ici, puis probablement que la législation est pas pareille. Alors, on vient de se faire poser la question si c'était imposable ou pas un héritage. Ici au Québec, non. Mais est-ce qu'en Europe, ça l'est? Je voudrais pas me prononcer là-dessus, comme le joueur sans fromage vient de dire. Faudrait que tu te réfères à ton conseiller financier, puis aux lois de ton pays. Moi, ok, je suis pas un spécialiste. Je me spécialise dans ça, mais je suis pas reconnu comme étant un spécialiste. Je suis pas juriste, donc j'ai pas le droit de donner de conseils juridiques parce que j'ai pas le permis qui va avec ça non plus. Donc, si jamais si vous êtes pas du Québec, prenez ça avec un grain de sel parce que même en Ontario, c'est pas la même game non plus là. D'ailleurs, fait intéressant pour ceux qui ne savaient pas, l'union civile. L'union civile, c'est un état matrimonial qui n'existe plus, mais qui existait il n'y a pas si longtemps, parce que le Québec est le premier État du Canada qui a reconnu l'union entre deux personnes du même sexe. L'union civile n'est pas reconnue à l'extérieur du Québec. Maintenant, tout le monde peut se marier. L'homosexualité est plus régie par l'union civile. Donc, si jamais vous voulez vous unir civilement, faites-le pas. C'est un mauvais état matrimonial. Ça servait aux homosexuels avant qu'ils puissent avoir le droit légalement de se marier. Okay. Mariez-vous. C'est la même chose, sauf que c'est pas reconnu si vous déménagez en Alberta. Faites-le pas. Fait qu'il faut se marier, pas civilement, c'est ça? C'est la même game anyway, ça change rien. Okay. C'est juste que vous serez pas reconnu si vous déménagez, puis vous allez perdre, mettons qu'il y a un décès, ben l'époux il gagne rien parce que ben ils sont pas mariés. Ils sont unis civilement, puis c'est pas reconnu. À partir de quel âge on devrait penser à ça, faire un testament? Parce que là, j'en parle, puis on en parle, puis moi, j'ai 26 ans, j'ai une maison, je le sais que le temps serait là parce que j'ai des biens communs avec une autre personne, mais y a-tu un âge? Dès que tu as des comptes à rendre, tu sais,
T'as un enfant, un testament serait une bonne idée. T'as une maison avec un conjoint, un testament pourrait être une bonne idée parce que, tu sais, même si t'as pas d'enfant, si, mettons, tes parents sont décédés, tu serais juste ta soeur qui haït ton chum, puis qu'elle hérite de 50% de la maison, ça se peut qu'elle cherche le trouble. Fait que, tu sais, j'ai aucune idée de ta situation, j'invente de quoi, j'espère que c'est pas vrai. Mais c'est ça. Dès que tu as des comptes à rendre avec quelqu'un, honnêtement, un testament, c'est 400$. Oui, c'est de l'argent qu'on garoche au Je vidange. pensais que c'était pire que ça, en fait. Tu me dis 400$, mais je vois ça comme un investissement sur si je décède demain matin, toute la chenoute puis le bordel que les personnes autour de moi vont s'éviter. Je vois ça comme un investissement. Exactement. Puis là, je dis 400$ là, et je dis ça, encore une fois, on reste dans le vague parce que ça peut coûter plus cher que ça dépend du notaire, ça dépend de la complexité du testament. Est-ce qu'il vient chez toi? Est-ce qu'il t'amène des pop-tarts? Je sais pas, là, ça dépend du service que tu lui demandes. Là. Ça me prend des Skittles. Ça ressemble à ça. Honnêtement, tu peux avoir des testaments dans ces alentours-là, tu peux en avoir qui vont coûter 1500$ si tu fais un acte fiduciaire parce que justement tu veux que ton chien hérite puis que tu veux avoir comme une fiducie testamentaire qui s'occupe que ton chien ait tout ce qu'il a besoin durant le restant de ses jours. Ça peut arriver. Puis admettons, en moyenne, combien d'années il faudrait que ça soit updaté? S'il n'y a pas trop de changements au niveau de peut-être des situations familiales. C'est pas nécessaire. Je recommande, si tu as un testament, de le relire aux quelques années, juste pour t'assurer qu'effectivement, il n'y a pas eu de changement. Des fois, les changements, ça arrive tellement comme tranquillement que tu t'en rends pas compte qu'ils sont arrivés. Mais sinon, s'il arrive un changement, tu n'as même pas besoin de le refaire au complet. Tu peux faire ce qu'on appelle un codicile, qui est une modification à une clause. C'est sûr que si tu changes 18 clauses, refais ton testament. Mais si tu fais juste dire, bon, ben finalement, je laissais un leg de 2000$ à ma belle-sœur, mais finalement, je ne peux plus la sentir, celle-là. Faire un codicile, je retire le leg particulier à ma belle-sœur. Ça, les petites modifications comme ça, c'est dans le fond, tu repars pas ton testament de zéro, fait que tu n'es pas supposé repayer le gros prix. Tu vas payer encore parce que tu vas avoir un notaire, c'est officiel, mais ça va coûter beaucoup moins cher. D'accord. OK. Fait que, premier conseil du jour, préparez votre mort, puis faites un testament. Je m'excuse. On est glauque aujourd'hui. Oui, on va chiner à ça. Mais oui, un testament, c'est une bonne chose. D'accord. Fait que c'est quelque chose qui est récurrent. Tu trouves que les gens sont pas assez bien préparés quand c'est question de succession. J'en vois des vertes et des pommures dans mon travail. Fait que, moi, je vois pas mal de cas extrêmes, là. Mais ouais, c'est ça. Dès que tu as des comptes à rendre, un testament, c'est une bonne idée. Y a-tu d'autres choses qui est récurrent, qui revient vraiment souvent, ou c'est vraiment du cas par cas? Non, pas vraiment. C'est surtout des anecdotes, des fois, que tu te rends pas compte que, mettons, là, tu sais, que tes parents décèdent, tu te dis, bon, là, je sais qu'il y avait l'autre qui avait la clé de la maison pour aller faire le ménage, on va aller changer les serrures pour pas qu'il puisse aller voler des bibelots pendant qui c'est qui est mort. Si tu changes les serrures, tu viens de prendre possession du bien, tu as accepté la succession. Fait que si t'étais pas sûr si tu voulais ou pas, tu viens de te tirer dans le pied, là. Ah, fait qu'en faisant tout de suite un changement, c'est comme si t'acceptais. Oui, tu viens de prendre possession du bien. Oh! C'est sûr que c'est contestable. Tu peux aller voir un notaire puis t'arranger pour dire ouais, mais non, mais tu sais, je voulais pas vraiment puis je savais pas puis tout. Mais là, tu vas voir un notaire, tu payes des frais puis tu sais, tu viens de te créer du problème pour rien. Là. Oh, bonne chose à savoir. Qu'est-ce qui devrait être dans un testament? J'ai pas posé la question, mais tout est bien immobilier, la liquidité, les assurances, les dettes, ça va être aussi dans un testament, j'imagine? C'est sûr que là, ça quitte un petit peu mon expertise puis de ce que j'ai le droit de parler, mais je peux dire quand même quelques petites choses. C'est sûr que les dettes, techniquement, ça va peut-être une clause qui va être écrite « Mon liquidateur va rembourser les dettes telles que dues et donnera le reste à mes héritiers. » C'est quelque chose de bien générique. Mais je dirais, c'est sûr que si la personne qui s'occupe de ta succession, c'est pas un héritier, ça peut arriver des fois, tu dis « Ouais, mais tu sais, je suis parent monoparental, mes enfants sont en bas âge. Si je décède dans les prochains 5 ans, ça risque plus d'être comme mon voisin que j'aime beaucoup qui va s'en occuper. » Fait que, tu pourrais prévoir une clause que il va être payé, mettons, 3000$ pour s'en occuper, par exemple. Okay. C'est juste pour dire que, au moins, il travaille, c'est quand même beaucoup de travail, une succession, fait qu'au moins, il y a une rémunération qui va avec ça. Ça peut être de la job. Sinon, à part ça, les assurances, normalement, font pas partie de la succession parce que l'assurance elle-même va avoir un bénéficiaire. Okay. Donc, si tu as pris une assurance vie avec une institution quelconque, quand il y a un décès, normalement, dans ton contrat d'assurance, tu vas avoir un bénéficiaire, ça va aller à cette personne-là. Si cette personne est déjà décédée, s'il n'y a pas de bénéficiaire nommé, là, ça va aller à la succession. D'accord. Est-ce que les animaux,
Ça rentre dans une succession? Oui, ça peut. Ça peut. C'est sûr que là, c'est un être vivant. Fait que, tu sais, l'héritier peut refuser en partie ce legs-là, je suppose. Là. Mais un animal peut être héritier. D'accord. Parce Un que animal peut hériter. Émilie est là dans le chat à nous dire des niaiseries. Elle dit est-ce qu'un dildo, ça peut être mis dans un testament? Mais j'imagine que non. Du moins, je voudrais pas le savoir. Je crisserais ça au Non, vidange. ça peut effectivement l'être. C'est un peu malaisant. Les legs particuliers, ça peut être très particulier. Ah, Émilie. ça arrive fréquemment des legs particuliers? Quand même. Il y en a des plus particuliers que d'autres. Je l'ai jamais vu celle-là, pour être honnête. Mais ouais. D'accord. Bon, ben on aura tout vu. Ouais. J'aimerais ça qu'on survole aussi le côté finance plus général, pas qu'on veut pas mourir, là, mais tu sais, la succession c'est une chose, mais mettons que le public cible dans mon chat, tu sais, est pas prêt à mourir. On va y aller quand on est encore dans la vingtaine, on est jeune, on veut se partir sur des bonnes finances. Je sais pas comment on pourrait regarder ça de façon globale, comment peut-être donner des conseils à tout âge. Je sais pas, on pourrait peut-être partir d'enfants jeunes, puis peut-être des astuces, des conseils pour faire. Puis il y a peut-être des parents dans le chat aussi, ça pourrait être des petites astuces. On fait ça global. Tu me dis ce que t'en penses? Tu veux-tu qu'on y aille comme ça ou t'as-tu une façon d'orienter les conseils que tu voudrais donner? Ben, c'est sûr, le concept de base pour toute personne québécoise, bien important, là, ben, ou canadienne du moins, au minimum, si t'as pas ou très peu de revenus, puis tu veux placer de l'argent, commence par ton CELI avant le REER. Parce que c'est vraiment pas tout le monde qui comprenne la différence qui est quand même un peu subtile entre le CELI et le REER. Bon, ok, le REER, tout le monde le sait, c'est un retour d'impôt. Presque tout le monde le sait. Tout le monde qui est dans un REER sait qu'il y a un retour d'impôt. Le CELI, son avantage, c'est que tu payes pas d'impôt quand tu le sors. C'est un peu subtil, mais l'affaire, c'est que, mettons là, que tu fais 20 000 $ par année, et que tu payes un impôt de quoi? 16-20%, puis que tu mets dans ton REER. Là, tu as un retour d'impôt sur, mettons, on va dire 20% d'impôt annuel que tu payes. Sauf que si, à la fin de tes études ou quelques années plus tard, tu fais un salaire de 80 000 $, là, tu payes un impôt de 40%. Le montant que tu as mis à 20%, tu aurais vraiment dû le mettre quand tu es rendu à 40%. Oui. Parce que là, c'est beaucoup plus rentable. Puis ton REER, là, si tu le sors, mettons que tu sors le montant de ton REER, tu le sors à 40%. Tu vas payer de l'impôt dessus à 40%. Normalement, tu veux le mettre dans ton REER au moment où tu payes le plus d'impôts et le sortir lorsque tu en payes le moins. Une année sabbatique, comme par exemple une année où tu fais juste du Twitch, peut-être, parce que tes revenus sont un peu plus instables. C'est une façon intéressante de sortir ton REER. À la retraite, normalement, tes revenus sont beaucoup plus bas parce que tu as des pensions gouvernementales. Mais normalement, si mettons que tu as travaillé à 40-50 000 toute ta vie, puis à la retraite, tu tombes à 30, ben, ton impôt est beaucoup plus bas à la retraite. Fait que sortir de ton REER, ça sert à ça. Ça sert à ce que tu payes moins d'impôts quand tu le sors à la fin que quand tu l'as cotisé. Fait que si tu commences à cotiser à ton REER là, que tu as 20 ans, puis que tu es à l'université, puis que tu fais 15 heures semaine dans un Subway, c'est tout à fait légitime. Je l'ai fait. Pas le Subway, moi, c'était juste un IGA. Mais tu sais, reste que salaire minimum, 15 heures semaine, c'est pas le plus rentable. Mais là, dans ton CELI, parce que dans ton CELI, ben, est-ce que c'est rentable? Particulièrement, parce que tu vas pas... Ben, ça dépend de ce que tu investis, là, mais bon. Sauf que tu peux le sortir n'importe quand sans problème. Et ensuite, tu peux le virer dans un REER quand tu vas avoir un revenu plus élevé. OK. Fait que c'est comme un espèce... Je vais te comparer ça puis vulgariser ça. C'est un peu comme... C'est un placement. Ça, c'est deux placements. Est-ce que le CELI, tu m'as dit qu'il profite un peu moins que le REER, théoriquement? Pas nécessairement. Ça dépend si on le place à risque ou pas. Ça dépend du portefeuille. Exactement, parce qu'il y a des gens qui pensent « Ah, ton CELI, il rapporte combien? » À ça, à chaque fois, je me dis « Bon, OK, il faut que je parte de loin. » Parce que le CELI, c'est pas un placement. Le CELI et le REER, c'est un peu comme des manteaux ou des capes, des costumes que tu mets à tes placements. Tu peux avoir des placements garantis. Tu peux avoir des placements sur les marchés financiers en fonds communs. Tu peux avoir des actions directement dans une entreprise. C'est toi qui décides. Ton REER, ton CELI, ou en dehors de ces deux-là, parce que tu portes des placements qui sont ni REER ni CELI, évidemment. Donc, tu peux mettre le REER ou le CELI à ce même placement-là. Si tu le mets à haut risque dans ton CELI puis qui rapporte, je sais pas, on va dire 300% de rendement parce que tu as été très très chanceux, ben, tu auras 0 cent d'impôt à payer quand tu vas le sortir. Okay. C'est pour ça qu'il y a du monde qui présentement, même si le plafond du CELI est à 63 500, si tu avais 18 ans en 2009,
C'est pour ça qu'eux, ils ont du 500-600 000 dans leur CELI. Techniquement, le maximum est à 60. Mais ils ont tellement fait de rendement dans le CELI qu'ils sont rendus avec des demi-millions, puis eux sont morts de rire, ils vont sortir ça à ce coût de 500 000, puis ils ne paieront pas une scène d'impôt. Ah, intéressant comme stratégie. C'est bon d'en parler parce que moi, ça me parle vraiment. Tu m'as dit un peu plus tôt, exemple, parce que là, je me prenais comme exemple, tu fais du Twitch à temps plein, t'as des moins gros revenus, puis c'est normal. C'est ce que je fais. Pour ceux qui m'ont posé un peu la question un peu plus tôt dans le chat, puis j'ai pas répondu, je fais maintenant la création de contenu à temps plein, donc je ne travaille plus à l'extérieur de chez moi. Donc mon travail se limite à ce que je fais sur Internet, sur Twitch. Non, je ne fais pas de porn. C'est juste du YouTube, du Twitch, puis des contrats avec RDS Jeux vidéo et l'Auto-Québec. Et oui, c'est normal, mes revenus ont considérablement chuté. C'est pas un 9 à 5 ordinaire, puis j'ai prochainement un rendez-vous avec un conseiller financier justement pour évaluer la meilleure solution qui serait pour moi. Puis je trouve ça intéressant le point que tu soulèves, mais pas tout dans tes REER, t'as des petits revenus. Fait que tu retourneras pas, t'auras pas forcément un retour d'impôt que t'espères parce que tu vas déjà être imposé moins parce que ta braquette d'impôt va être plus basse. Fait que t'as intérêt à le mettre en CELI. Si jamais un jour, je deviens Still Horse, là, puis que j'ai vraiment plein de cash, puis je suis sponsorisée par Corsair, ben ça serait intéressant de prendre le bout que j'ai mis en CELI puis de le placer en REER pour retoucher plus d'impôts. Ou du moins, moi en payer. Parce que je vais en placer plus de REER. Puis cet argent-là, cette belle argent-là que tu mets dans un CELI, elle peut profiter, puis tu n'as pas d'impôt dessus. C'est le maximum qu'on peut mettre dans un CELI, dans le fond, c'est un maximum qu'on peut mettre, pas qu'on retire. C'est exact? Exactement. Dans le fond, ce que tu peux cotiser dans un CELI, à chaque année, le plafond augmente pour tout le monde également. Si tu avais 18 ans en 2009 quand ça a commencé, aujourd'hui, tu pourrais mettre 63 500 d'un coup dedans. D'accord. Si tu n'avais rien mis dedans, évidemment. Là, si tu pars à zéro, tu pourrais mettre 63 500. C'est pas tout le monde qui a le cash libre pour faire d'un coup. Là. Ouais. T'as pas de budget. Mais tu pourrais. À chaque année, ça augmente selon l'inflation. On assume que ça va être 6 000 l'an prochain. Mais il y a 4 ans, durant les élections, avec les conservateurs, ils ont monté ça à 10 000 pour faire un coup, peut-être pour se faire réélire. Des fois, ça peut augmenter plus. Mais on assume 6 000 par année avec l'inflation. C'était 5 500 les années précédentes, 5 000. Donc, ça augmente tranquillement. Si tu en mets, tu peux le sortir. Tout ce que tu sors du CELI, tu as le droit de le remettre l'année d'après avec la nouvelle augmentation de la cotisation annuelle. OK. Si tu avais 63 500 aujourd'hui, tu en sors 10 000. L'an prochain, ça augmente de 6 000 le maximum. Tu peux remettre 16 000. Ça ne dérange pas. OK. Donc, même si, justement, tu es rendu avec 500 000 dans ton CELI, tu en sors 200 000, l'an prochain, tu peux mettre 206. Fait que l'argent qui a déjà été dans un CELI, elle compte pas dans ta braguette. C'est ça, je comprends. Exactement. Ah! Je connais des conseillers qui s'en sont pas vantés là-dessus, mais c'est cool. Peut-être qu'ils me l'ont dit en fait, puis j'avais juste pas compris parce que c'était pas vulgarisé comme ça. C'est à ça que ça sert les Little Talk. On devient des presque experts en finance à soir. C'est pas malade. Fait que tu nous as conseillé, premier conseil de finance générale, on a un petit peu lâché la succession parce que on était un peu dark avec nos affaires de mort à soir. Mais c'était d'y aller plus selon ta situation financière, y aller CELI versus REER. D'y aller selon ta situation. Puis, oui. À partir de quel âge tu commences à faire des placements, des choses comme ça? Honnêtement, ça va vraiment dépendre dans quoi tu vas investir. Et à ça, il faut vraiment va voir un conseiller puis établir ton profil d'investisseur. Parce que si, dans le fond, tu dis « Ah, je vais ouvrir un compte puis placer dans un compte à rendement élevé à 1%, oui, ok, ton argent est garanti, mais c'est du 1%. Là, tu n'accotes même pas l'inflation annuelle. Sauf que si tu as besoin de ton argent d'ici 2-3 ans pour t'acheter une maison, tu ne vas pas investir ça dans une compagnie qui pourrait peut-être avoir une faillite ou avoir un scandale puis chuter de 50% dans 2 ans. Donc, tu mets 10 000 aujourd'hui puis que dans 3 ans, ça chute de 75%, ben, tu vas être un peu fâché que ton 10 000 qui servait à acheter une maison, il en vale 2 500. Donc, ça dépend. C'est pas parce que tu as les reins solides en général comme investisseur que tous les projets s'équivalent puis tous les placements. Il n'y a pas un placement qui est meilleur que l'autre, ça va selon la situation. Okay. Moi, je te dis, dès que tu as un revenu, dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des mondes, c'est recommandé de mettre 30% de tous tes revenus en placement. Donc, si tu gagnes 1000$ par mois, il te recommande de mettre 300$ en placement. CELI, REER, régime collectif de pension, peu importe.
Mais bon, 30% des fois, c'est plus que ce qu'on peut se permettre. On ne fait pas de cachette que des fois, juste survivre, ça coûte cher. Des fois, on vit de chèque en chèque. J'ai une question, ok? Je lève ma main, tu me vois pas, mais j'ai une question. J'ai déjà fait un budget, genre, en fonction, je pense que j'avais été genre sur le site de Desjardins, puis j'avais été chercher des taux, des pourcentages pour faire un budget. Donc là, mettons, il suggérait que pour ton hypothèque, c'était, je sais pas, moi, 70%, pour ta bouffe, c'était 30% de ton salaire, mettons, je sais pas, les loisirs, c'était 10%, en tout cas, bref. Il m'avait sorti des pourcentages, puis, il me semble, les placements, là, c'était genre 10% de ton salaire. Puis là, aujourd'hui, tu me sors que, selon ton salaire, il faudrait que tu mettes 30% dans des placements. C'est énorme, tu trouves pas? Ok, l'idéal. Mais c'est beaucoup. Si tu veux une retraite qui est... En fond, ta retraite, là, si tu places 30% de tes revenus tout le temps, là, même quand tu augmentes de revenus, tu augmentes tes placements. Si tu réussis à faire ça, je te garantis que tu as une retraite extrêmement confortable. Tu vas vivre, si c'est pas mieux encore que ce que tu vis présentement. Puis le but, tu sais, justement, qu'on parle de l'âge d'or, c'est d'avoir un âge d'or. Tu sais, quand tu as 65 ans, que tu arrêtes de travailler, puis bon, cool, enfin, je peux profiter de ma retraite. J'ai travaillé pendant 45 ans pour ça. Là, ben, tout ce que tu peux faire, c'est de payer le corps puis aller jouer au bingo. Ouais. C'est un peu triste. Moi, j'espère qu'à 65 ans, je vais être capable de m'acheter au moins un nouveau jeu par mois, tu sais. Et la belle âge d'or! Ben, tu sais, à part si j'ai des cataractes grosses de même puis je suis rendu aveugle, là, mais encore là, avec la technologie, j'espère qu'il va y avoir de quoi qui va arriver. Là. En tout cas, tu sais, c'est juste 30%, c'est beaucoup, honnêtement. Mais là-dedans, ça inclut aussi un coussin de sûreté. Idéalement, encore une fois dans l'idéal, tu as un coussin de sûreté de 3 mois. Ce qui veut dire que dans un compte garanti, ou du moins à très faible risque, là, si jamais tu perds ta job ou il arrive quelque chose, ben, tu as 3 mois où est-ce que tu as assez d'argent pour payer toutes tes factures. Montant d'hypothèque, Vidéotron, Bell, Hydro, peu importe. Le fameux fonds d'urgence, là. C'est ça, c'est ton fonds d'urgence, c'est 3 mois. Ça, c'est l'idéal. C'est pas toujours facile de le monter. Des fois, tu le montes, puis bon, ben, j'ai un tuyau qui vient de sauter, fait qu'on va aller sortir un bon petit 1000 de ce fonds d'urgence-là. Ça coûte cher. Toi, t'as une maison, fait que s'il arrive des bad luck, tu sais que ça peut monter vite les factures. C'est plus le propriétaire qui s'occupe de ça. En effet. C'est ça, c'est pas facile de monter un fonds d'urgence. Toi, tu es toute fière, tu as réussi. Ah, il est rendu à 2000$. Je suis rendu un adulte responsable. Hop là, 1500 qui vient de passer au vidange. Surtout qu'on est dans une grosse société de surconsommation, puis on veut tout avoir, puis tout de suite. Puis tout le monde veut avoir sa roulotte pour aller faire du camping avec la voisine l'été prochain. Tout le monde veut un bateau. Tout le monde veut aller dans le sud une fois par année. Puis tu sais, on vit beaucoup dans le moment présent. Je pense qu'on est plus de la génération qui prévoit notre retraite, ou du moins qui la prévoit bien, puis on vit beaucoup le moment présent. Puis ça, je veux pas généraliser, mais je réalise, puis j'ai commencé récemment à planifier ma retraite, puis ça fait 10 ans que je travaille. Puis j'aurais peut-être dû commencer plus tôt, mais tu sais, on veut investir nos sous sur des choses qui nous font plaisir, là, des petites choses éphémères, mais... Ouais, c'est des façons difficile. Puis honnêtement, moi, ce qui m'a aidé à dégager beaucoup de budget, puis ça va peut-être faire mal au cœur à beaucoup de monde dans le chat, là, c'est éliminer les restos. Ah oui, ça fait mal. Je vais au resto. Je me commande de quoi au resto, de quoi que ce soit, là. Je pense, honnêtement, la dernière fois que j'ai mangé au resto, c'était durant un stream, en 12 heures. J'ai commandé une poutine, puis à part ça, c'est comme... Honnêtement, si je mange dans un fast-food ou un resto quelconque plus qu'une fois ou 2-3 mois, là, c'est parce que je me laisse aller. Ok, toi, c'est comme ça que t'as coupé, genre. Dans le temps, tu sais, un Subway, là, c'est pas cher, c'est 5$ pour dîner. Mais tu sais, quand tu manges 5$, 5-6 fois par semaine, plus tes déjeuners, tes soupers puis tes chips, on fait une soirée en amis. Ça prend des Doritos, ça prend de la liqueur, ça prend ci, ça prend ça. Ça s'accumule vite, ces cochonneries-là. Puis toi, est-ce que, tu sais, question indiscrète, est-ce que t'es un fumeur? Est-ce que t'es un grand consommateur d'alcool? Non, des choses comme ça? J'ai la chance, si on veut, de ne pas avoir jamais été intéressé à fumer, à boire d'alcool, consommer du cannabis ou toutes ces choses-là. Tu sais, c'est rendu légal. Je l'ai même pas encore essayé. Je me suis dit, tu sais, je me suis saoulé une fois, volontairement, parce que je voulais voir c'était quoi être sous. Tu sais, maintenant, il faut apprendre, il faut vivre un peu. Là, je me suis dit, je vais essayer le cannabis, c'est rendu légal, tu sais, je vais voir c'est quoi, tu sais, être là-dessus. Puis finalement, à Québec, toutes les places où ils en vendent sont à 50 minutes de bus, puis j'ai plus de voiture. Donc là, regarde, quand il y en ouvrira un proche de chez moi, j'irai essayer ça, mais
ça permet, tu sais, vu que je bois, l'alcool, ça coûte tellement cher. Ouais. L'alcool, ça coûte extrêmement Mais- cher. Je vais pas dans les bars non plus. Quand je vais dans un bar, je prends un 7-Up. Ça me coûte 3 piastres, c'est bien trop cher, mais tu sais, c'est... C'est quasiment le prix d'une bière. Ben, ça dépend. Dans ces bars-là, souvent, la bière coûte 8 piastres. Tu sais, Ah, fait que- je sais bien. Mais je posais cette question-là parce que j'ai longtemps travaillé dans un dépanneur, puis tu sais, je voyais les gens venir s'acheter un paquet de cigarettes par jour ou un cartoon par semaine, puis c'est pas loin de 100 piastres. Comment ces personnes-là mettent ça dans leur budget? Je fume pas, moi, je bois pas énormément, tu sais, je veux dire, je suis capable de prendre un verre une fois de temps en temps parce que hein, la vie est courte, mais tu sais, je veux dire, si mon budget me permet pas d'aller m'acheter une bouteille de vin, ben je me m'endetterai pas pour 5 minutes de plaisir. Mais ces Ouais. gens-là ont les moyens. T'imagines-tu si ces personnes-là couperaient, genre juste, j'arrête de fumer, puis ils prennent ce 70$ là ou 100$ là, puis le mettent dans un placement, comment que c'est juste un investissement à long terme. Moi, je sais pas quoi couper de plus de mon quotidien, à part les restos. Ben Mais, là, ben, c'est ça. mais je pense que ça peut être une suggestion. Peut-être que les gens dans le chat qui ici, ils ont peut-être des consommations là, ici de resto, ben comme je dis, un peu de tabac ou d'alcool peut-être Ce qui m'a aidé excessive qui pourrait beaucoup à limiter. couper le resto, c'est la mijoteuse. J'ai reçu une mijoteuse pour Noël, là, je sais pas combien d'années. Puis honnêtement, tu ramasses la viande congelée, tu garoches ça, tu coupes 8 patates, tu garoches ça là-dedans. Puis là, tu pars ça pendant 8 heures le matin, tu arrives le soir, c'est prêt. Tu ouvres un rice cooker, tu garoches du riz là-dedans. Tu vas faire un peu de ménage, tu reviens, t'as un souper, t'as rien fait. C'est Puis, donc bien trop. T'as des lunchs pour la semaine, ça t'a coûté 20$. Ben, peut-être plus que ça, Ouais. le poulet ça coûte cher, là, mais tu sais, ça coûte pas tant cher Ah. pour des lunchs, puis tu sais, t'as un bon repas, santé en plus, avec des légumes pis tout, là, tu sais, un full kit. Puis c'est ça t'a coûté, mettons, 50$ pour repas pour deux pendant une semaine C'est quasiment. vrai. La planification aussi, ça paraît dans un budget. Hein. Juste dire, on fait une épicerie par semaine, on prend juste ce qu'on a besoin, ça coûte 100$, que de faire « Ah, mon dos, il manquait une canne de telle affaire à soir, va à l'épicerie chercher ça, puis là, tu reviens avec 2, 3, 4 items, ça t'a coûté 15$, finalement, t'es comme « Ben là, j'ai comme dépassé mon budget de 15$, là. » Ah ouais, puis dès que t'achètes une barre de chocolat un peu fancy qui Mhm. coûte genre 6$, ben tabarouette, quand tu penses que ça te coûte plus cher que genre nourrir toi pis ton chum, genre pour 1 ou 2 repas, t'es comme ouais. Ouais, c'est clair. Est-ce que ça vaut Ouais, la peine? à C'est la de limite, l'investissement. C'est ça, faut pas être plus catholique que le pape. Non. Des fois, là tu sais, je dis ça comme le coupe, mais c'est pas vrai, là. Moi, écoute, j'achète des jeux vidéo, ça c'est mon vice. Ça c'est mon vice, là. J'ai des jeux vidéo, puis je suis pas encore un influenceur Twitch, hein. Ils me donnent pas des codes. Fait que je les achète, mais j'ai bien du fun, c'est ça mon vice à moi. Et on a chacun quelque chose, Ben quelque oui. part, qui nous cherche plus, là. Moi, c'est les chandails au Walmart, section des hommes. Quand aussitôt que j'y vois, j'en achète 4-5, je suis comme « Ah, mon doux, c'était pas nécessaire. » Mais je me sens mieux maintenant. Ben, c'est éphémère, mais bref. Ça pourrait être un autre sujet de podcast à un moment donné, les vices, la dépendance. Oh mon dieu, On oui. va avoir des dépendances différentes. Je pense qu'on va avoir beaucoup de sujets différents dans le chat. Mhm, j'aimerais ça. On garde ça pour la suite. Fait qu'on va rester dans notre même sujet qui s'appelle les finances. C'est inscrit un petit peu ici dans le bas. J'en profite pendant que je vois qu'on est 47 maintenant sur le chat à vous inviter, si c'est pas déjà fait, à aller voir la chaîne de mon ami ici, Joueur sans fromage. J'ai fait un SO un petit peu plus haut, il y a le lien. N'hésitez pas à aller le voir. C'est un joueur de variété, super sympathique, super casual. C'est no cheesy joueur. Il est vraiment fin. Puis il connaît bien son sujet. Hein. Je pense qu'il est apte à répondre à nos questions. Donc n'hésitez pas ce soir si vous avez des questions à les écrire dans le chat. On check un coup d'œil. On garde un coup d'œil sur ce que vous nous écrivez. Donc c'est normal qu'on discute, on vous répond pas tout le temps, mais on sait que vous êtes là, puis on apprécie. Pour revenir à notre budget, on a parlé que 30% idéalement de notre revenu devrait être mis en placement. Donc on n'a pas parlé d'âge forcément de placement, mais la planification c'est bien. Honnêtement, si tu investis à partir de 20 ans, tu sais, de 20 ans à 30 ans, tu investis j'aurais dû sortir les chiffres, j'ai ça en plus au travail, c'est magnifique. Tu investis pendant 10 ans de 20 à 30 à un portefeuille qui rapporte, on va dire, un chiffre là, fictif de 3% de rendement. Tu mets 100$ par mois. Puis ça va te rapporter comme 4 fois plus que si tu commences à 30 à 50 ans avec le double du montant. Tu mets 200$ par mois de 30 à 50 ans. Pendant 20 ans, tu mets 2 fois plus. Donc 2 fois plus de temps, 2 fois plus d'argent. Ça te rapporte moins que si tu avais commencé quand tu avais 20 ans. Avec la moitié moins d'argent. Ah, ok. Tout est fait vraiment sur le long terme. C'est les intérêts composés, l'intérêt sur l'intérêt, c'est l'effet boule de neige là, qu'on vulgarise. Plus tu commences tôt, que ce soit 25$ par mois. Écoute, t'es payé aux 2 semaines, fais-toi un virement automatique de ton compte vers un compte d'épargne. Les institutions financières, ils ont toutes des plateformes bancaires en ligne maintenant, là, ou presque, j'espère. Là.
Fait que, tu sais, tu te programmes ça dans ton compte, tu dis, regarde, moi, je payais le jeudi 2 fois par mois, une fois ou 2 semaines, 25$ qui prend dans ce compte-là. Puis, au pire, t'en as besoin, tu vas le sortir, mais au moins, tu as le comportement d'avoir de l'épargne systématique. Puis, quand il est plus dans ton compte, des fois, juste psychologique, c'est bon, ben, je le dépenserai pas. Mhm. C'est là que la discipline commence, dans le fond, là. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est mental. Quand on voit plus le montant du compte est haut, plus on a l'impression d'avoir de la malléabilité. Puis plus il est bas, t'es comme, oh, faut vraiment que je fasse attention à mes dépenses. Faut quasiment que tu te trolles puis que t'essayes de pas mettre d'argent dans ton compte. Donc là, tu fais, je suis pauvre, je peux pas dépenser. Ben moi, sur ma plateforme bancaire en ligne, ce que je fais, c'est que j'ai un... Moi, je paye comme... Mes gros paiements, je les paye annuels. Parce que moi, tu sais, j'optimise à la scène près quasiment, là, tu sais, je suis un peu OCD. Fait que... Non, je banalise un peu la chose, mais quand même. Mes paiements d'assurance, habitation, automobile, assurance vie, genre toutes les choses plates que tu n'as pas envie de payer, là. Quand tu payes annuellement plutôt que mensuellement, ça coûte moins cher. Ah ouais? Je le paye par année, mais à chaque mois, je mets le montant 1/12 dans un compte d'épargne de côté, puis je le mets invisible. Donc, je peux pas le voir. Quand je me connecte, je le vois pas. Je peux le remettre visible parce que quand ma facture arrive une fois par année, ben, il faut que je sorte un paquet de 100$ de là, une bonne coupe de 100$ de là. Je suis surprise, je pensais pas que ça coûtait moins cher parce qu'on faisait juste un paiement. Mettons exemple, les assurances voiture. Ça coûte moins cher de faire un paiement par année? Honnêtement, ça dépend de la voiture que tu as, mais la différence sera pas majeure. Mais tu sais, mettons que tu as un paiement, je sais pas, tu as une grosse assurance ta maison puis tout, puis ça te coûte, je sais pas, un total de 2000$ par année. OK. Tu sais, voiture, habitation et tout, ben tu sais, des fois, peut-être que ça va te coûter un 100$ de moins. Puis un 100$ de moins, écoute, moi je le prendrais. C'est clair. C'est clair. Je savais pas, j'étais sûre que ça revenait au même, mais ils s'en vendent pas ça non plus, hein? C'est pas seulement qu'ils s'en vendent pas, c'est que le monde sont pas intéressés. C'est sûr. Le monde, ils veulent pas payer par année, ça coûte trop cher, puis ils ont pas l'argent. Fait que des fois, c'est pas qu'ils veulent pas en parler, parce qu'ils ont avantage à en parler ultimement, là. Mais parce que l'institution est payée plus vite, fait qu'ils peuvent réinvestir cet argent-là ailleurs. C'est pas qu'ils essaient d'arnaquer quelque chose. Que les gens, ils veulent jamais. Il y a personne qui demande ça, sauf le monde comme moi. C'est pour ça qu'ils en parlent pas normalement. D'accord. Y a-t-il une autre astuce? Parce que c'est un super de bon conseil, ça, payer toutes ces assurances d'un coup. Y a-t-il une autre astuce que tu peux nous donner, là, vite comme ça, dans notre quotidien de simple mortel? De simple mortel. Le prélèvement automatique. Je l'ai déjà dit, je le répète, là, mais tu sais, le faire automatiquement, puis dire qu'il y a ça dans un compte que tu n'as pas accès ou que tu le regardes même pas. Si tu peux le mettre invisible, tant mieux, tu ne regardes même pas, puis à m'amener quand tu as un pépin ou quand tu as un besoin. Ben, et voilà, l'argent est là. Moi, j'ai un compte gaming. À chaque paye, il y a un montant d'argent qui sort dans ce compte-là. Puis, si j'ai l'argent dedans, je peux acheter autant que je veux, autant de jeux qu'il y a de cash. C'est ta limite. C'est ça, exact. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, si je veux vraiment ce nouveau jeu-là qui vient de sortir, tu sais, au Canada, le Québec, là, 92$ pour un jeu flambant neuf, là, c'est cher. Oui. C'est 80$ plus taxe, ça revient à 92$. Là, t'es comme, bon, c'est quasiment 100$. Mais regarde, là, j'ai 108$ qui traînent, je peux le payer. Ça ou 8 jeux indie. Tu sais, j'ai un choix à faire. Mais au final, ton argent est là. Exact. L'argent est là, puis je culpabilise pas parce que je sais qu'elle sert à ça. C'est vrai. Fait qu'on a le droit de se gâter, mais il faut que ce soit encadré puis bien compté. Elle est très soyeuse, Joe. Ouais, t'as une belle barbe. Fait que les gens sont balades au Québec et sur YouTube. Maintenant, je vous invite à faire un détour vers le YouTube parce qu'on voit sa barbe. J'avais une autre question par rapport au budget, puis elle m'a échappé, Colin DeVille, un petit peu. On va revenir, on parlait des prélèvements automatiques. Ah, prélèvements automatiques! Je m'en allais sur une autre question, le crédit. C'est aussi le crédit, qu'on est-tu mal informé sur le crédit? J'ai une de mes amies récemment qui m'a dit « Hey, je peux même pas emprunter pour une maison parce que j'ai genre jamais eu de carte de crédit. » Elle dit « Je paye tout cash. » Fait que se bâtir un crédit, acheter des choses à crédit, c'est bon. Honnêtement, le pire crime qu'un adulte peut dire à un jeune qui veut partir en vie, c'est « paye tout cash ». Ouais. Ça, c'est une mentalité ancienne qui n'est plus valide du tout. Et, ok, dans le temps, là, ces personnes-là qui faisaient ces recommandations-là pouvaient travailler un été de temps plein complet, payer leurs études au complet puis avoir du lousse. Dans ce temps-là. C'est ça, dans ce temps-là. Puis, c'est plus la réalité. Si tu veux une maison maintenant, tu peux pas travailler 2 ans puis en acheter une cash. À part si tu as un emploi que je convoite, donne-moi tes contacts, je recherche un emploi visiblement. Mais ça
ça demande de planifier bien des choses, puis avoir un bon dossier de crédit. Puis des fois, là, un dossier de crédit, c'est niaiseux, mais le téléphone, c'est mon chum qui le paye, il est à son nom. L'hydro pour l'appart, il est aussi à son nom, puis tout. Ben, OK, ben toi, t'as quoi? J'ai rien, je paye cash. Ben c'est ça, t'existes pas. Exact. T'existes juste pas. Fait que tu sais, quand t'arrives à 30 ans, puis bon, ben là, je voudrais avoir ma voiture, je voudrais avoir une maison, quoi. Ben là, je vous ai... Ça fait comme 12 ans que tu es sur le marché du travail depuis 18 ans, puis t'es comme fait aucune démarche. Ben écoute, ça va me faire plaisir, on va commencer les démarches, mais je te prête pas pour une maison tout de suite comme ça, frette sans préliminaire, là. Non, on va monter ça tranquillement, puis on se reverra dans un an ou deux, peut-être. Exact. Il faut acheter, mais il faut payer. Oui. C'est ça aussi. Faut pas avoir une carte de crédit puis la loader puis la laisser là. C'est pas ça. C'est avoir un bon crédit. Puis ça aussi, on me l'a recommandé quand j'ai commencé justement à regarder pour devenir une adulte. Là, commencer à faire mes placements puis tout. Puis on m'a dit, ça te prend une carte de crédit. Faut juste que tu t'assures de la payer à la fin du mois. Genre, te laisse pas un seul dessus. Puis meilleur ton crédit est, mieux c'est pour toi. Après ça, c'est parce que tu peux avoir des marges de crédit avec un meilleur taux. Tu passes mieux au crédit quand tu veux t'acheter une voiture, une hypothèque, une prêt personnel ou n'importe quoi. Fait que le crédit, c'est une bonne chose. Exactement. Les crédits, le monde a peur de ce mot-là. Ils ont peur ils veulent plus de dette. Ils veulent toutes les rembourser le plus vite possible. Ils veulent rembourser leurs prêts étudiants. On y reviendra, mais ça, c'est la pire chose à faire. OK, on s'en parle. OK. Le crédit, c'est un outil. C'est comme un marteau. Tu peux t'en servir pour construire quelque chose ou pour fendre des crânes. Idéalement, tu construis des choses avec. Tu sais, si tu as un bon crédit, si tu as des outils de crédit, puis tu peux t'aider à partir. Une maison, veux pas, t'achètes ça avec une hypothèque maintenant, à part si tu as un parent riche qui te sponsorise. ça prend une hypothèque pour cette affaire-là, tu sais. Fait que, là, j'ai perdu mon lien en le disant, mais oui, c'est ça. Ton crédit, tu veux t'en servir, oui, tu veux exister. Tu veux pas, là, il y a un mythe. Tu veux pas garder un solde sur ton crédit. Tu dis, mais tu sais, j'ai une marge de crédit, je laisse l'argent dessus, je ne rembourse pas au complet parce que je veux me faire un bon crédit. Non. C'est un mythe. C'est busté aujourd'hui, là. Si vous avez des dettes sur des cartes de crédit, puis des marges de crédit, puis quoi que ce soit que vous pouvez rembourser, clairez-moi ça. Si vous avez de l'argent de lousse, puis vous avez un financement personnel, tu sais, le classique accordé là, pour un ordinateur ou un meuble chez Tanguay, ou un prêt chez le médecin, là, ou une réparation au garage, ou une voiture à 0%. Des fois, ça arrive, là, j'ai une voiture, je paye sur 7 ans 0%. Rembourse pas ça plus vite que sur 7 ans. Tu n'as pas aucun avantage à rembourser ça plus rapidement. Mais tout ce qui est du crédit ouvert que tu peux réutiliser, claire ça tout le temps. Tout le temps. La seule chose, c'est que ça, mettons que tu as un prêt. Tu as un prêt pour une auto, il reste 10 000 dessus, tu la payes à 0%. Pourquoi est-ce que tu mettrais de l'argent de plus? Exact, c'est déjà 0%. Tu dis, tu sais, j'aurais plus de paiement à faire mensuellement, fait que, tu sais, ça va me libérer de la liquidité plus vite. Ouais, OK, la semaine prochaine, tu arrives une bad luck, tu as besoin de 10 000 T'as pas de liquidité. Ta voiture. OK, ben je vais réemprunter. Oups, tu as eu quelques problèmes de paiement ces derniers mois, tu n'es plus éligible à du crédit. Oh! Tu avais 10 000 tu as voulu arranger ton crédit, mais tu as eu quelques bad luck, fait que tu n'es plus éligible, ou juste tu as perdu ton emploi. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de crédit. Parce que si tu n'as pas d'argent pour être éligible à un financement, tu fais ce que tu veux, tu n'auras pas de financement. C'est la game. Fait que, tu sais, à part si tu payes un taux faramineux, genre du 19%, là, parce que je sais pas ce que tu as fait dans la vie, mais tu as un taux à 19%, là, oui, OK, tu peux peut-être travailler à le rembourser plus vite, mais jamais plus que ce que tu aurais. Si tu as de la liquidité, là, garde-en. Rembourse toujours en premier tes prêts que tu peux réutiliser à volonté, parce que si arrive une bad luck, tu ne veux pas avoir des insuffisances de fonds, tu veux pas avoir des retards de paiement, tu vas empirer ton crédit à chaque fois. Donc il faudrait privilégier, mettons, les marges de crédit, cartes de crédit qui sont avec un plus haut pourcentage d'intérêt, puis tu laisses écouler la mensualité de ceux qui sont à 0%, ils te nuisent pas, puis ça te permet de garder la liquidité. Exactement, tu commences par la carte de crédit parce que normalement, ça dépend de la carte, là, mais tu sais, une carte à 19%, une marge de crédit personnelle à 10%, tu y vas par les priorités. Là. Ben oui. Puis j'ai une très bonne question, on va s'enligner sur comment se bâtir un crédit parce que on a Samy qui nous dit qu'il a eu une mauvaise expérience de crédit dans le passé puis il n'arrive pas à avoir une carte de crédit. Comment il peut faire pour se bâtir un meilleur crédit pour éventuellement avoir une carte, une hypothèque, un prêt auto, ces affaires-là? Ça dépend de c'est quoi ton mauvaise expérience de crédit, puis ça dépend ça fait combien de temps. C'est sûr que si ça fait faillite,
là, j'ai aucune de ton historique, là. Si t'as fait faillite, t'es 2 ans après avoir été libéré de la faillite, donc tout a été réglé. T'as 2 ans où est-ce que t'es éligible à rien du tout. Donc ça, c'est même pas. Après ça, tu vas être refusé partout, mais t'as des chances peut-être de passer à quelque part si t'as vraiment un emploi solide. Mais si c'est pas un cas de faillite, c'est sûr que si tu as eu des dossiers en recouvrement, tu sais, par exemple, euh, moi j'en ai déjà eu un, je suis pas parfait, là, mais en fait, moi je me suis obstiné, en fait, là, c'est Vidéotron, puis moi je suis en guerre avec eux. Je les haïs. Mais ce Vidéotron, moi, on avait eu une mésentente. Je voulais un service sur 3 mois, ils m'ont fait un service sur 1 an, mais que 3 mois j'avais un rabais. On s'est pas compris en tout. J'étais jeune et idiot aussi, là, c'était ma partie en erreur. Fait que moi, je dis, là, moi, je vous paye pas le frais de bris de contrat. Fait que manger de la merde, je m'en vais d'ici. Ben, eux, ils m'ont envoyé un recouvrement parce que j'ai pas payé. Fait que là, mon dossier de crédit avait une note de recouvrement. Je devais 300$ à Vidéotron. Ça fait en sorte que si je vais à quelque part, n'importe où, tant que mon recouvrement est pas clairé, ben, ils vont pas me prêter. Je suis un gars qui paye pas. Fait une fois que le remboursement est le recouvrement est remboursé, il reste au dossier pendant 7 ans. Fait que c'est 7 ans après le recouvrement. Mais tu sais, il va pas nécessairement être un cas de refus, mais ajoute à ça des retards ici et là, ajoute à ça un autre recouvrement que tu as remboursé il y a 5 ans, un que tu as remboursé il y a 2 ans. Il y a des retards ici et là, tu as déjà des cartes de crédit, tu as ci, tu as ça. Ton dossier, il regarde mal. Mettons que tu as juste eu quelques retards de paiement ou tu as eu des insuffisances de fonds qui ont causé des frais et tout. Ben là, à ce moment-là, c'est une question de patience. Ça te prend des dossiers à ton nom. Tu sais, un cellulaire, un compte d'hydro, un compte de Bell, peu importe, une carte de crédit, un prêt étudiant, une marge de crédit, quelque chose que tu vas rembourser mensuellement à temps. Puis, si tu as quelques factures à ton nom et que tu la payes mensuellement sans aucun retard, normalement, selon à quel point ton dossier, la mauvaise expérience était sévère ou pas, normalement, 6 mois, 1 an, tu es éligible à du nouveau crédit. Ils vont pas te commencer avec une grosse limite, mais tu pourrais avoir une carte de crédit de peut-être 500$. Puis là, des fois, il y a des compagnies qui sont beaucoup plus rapaces que d'autres et qui veulent absolument vendre leur carte. Ça peut être une pas pire idée d'aller vers ces compagnies-là puis de dire, bon, je veux une carte de crédit. Souvent, ils vont t'accepter. Tu la rembourses au complet à chaque mois parce que souvent, ils chargent des taux d'intérêt un peu colons. Mais tu la rembourses au complet à chaque mois. Tu ne paieras pas un sou d'intérêt parce que quand tu la rembourses au complet, tu ne paies pas d'intérêt. Et tu développes ton dossier de crédit. Tu l'améliores vraiment rapidement. C'est important de s'en servir et de ne pas rembourser trop vite. Il y a des gens, des fois, qui disent « Ah, je l'utilise puis je rembourse le lendemain. » Non. Non. Si vous voulez rembourser fréquemment votre carte, pas plus qu'une fois par semaine. Honnêtement, faites-le une fois par mois quand vous avez le relevé, c'est tout, là. Mais si, parce que votre limite est basse puis vous en avez besoin, vous devez la rembourser plus souvent, c'est correct. Mais remboursez-la pas trop vite, vous vous nuisez. Parce que si vous ne laissez pas votre crédit assez longtemps sur votre dossier, il n'existe pas. On le prend même pas en compte. D'accord. Fait que juste pour faire un petit récap pour la personne qui se posait des questions, comment se refaire un crédit, avoir des comptes à son nom, puis éventuellement aussi peut-être aller chercher une autre carte de crédit, avec pas forcément une grosse limite, mais que tu vas prouver que tu es capable de payer. Puis forcément, tu sais, pas forcément, mais tu disais que des fois il y a des compagnies qui offrent des cartes de crédit adjacentes à leur compagnie qui peuvent être utilisées partout. Ça peut être une alternative parce que la carte apparaît quand même à ton nom dans ton dossier de crédit. Là, je vais donner un exemple, genre la carte Sears dans le temps, il y avait une carte Sears. Mais tu pouvais l'utiliser partout. Mais ça te donnait des points Sears. Mais je pense qu'il n'y avait pas une grosse enquête de crédit de le bord quand ils octroyaient le carte. Souvent, les cartes de magasins comme ça, ils sont plus ouverts à accepter là, les personnes. Puis si ton dossier de crédit est pas fameux, ben, ça peut être un bon moment pour repartir. Puis tu sais, faut pas que tu aies de retard, c'est tout ce qui est important. Faut pas que tu aies de retard, puis il faut que tu rembourses à temps. Rembourse pas la même journée, c'est tout. Ok. Correct. J'espère que ça répond aux questions qu'on avait un petit peu plus tôt. Je reprends la liste de questions parce qu'on en a eu beaucoup tout d'une shot. Là. On a starté les gens. Est-ce que payer sa carte de crédit, même si certains montants sont en attente, c'est mauvais pour le crédit? Fait que c'est comme tu prépayes ton montant qui va embarquer sur ta carte de crédit. Si je comprends bien, j'imagine que c'est mauvais.
Ça sert à rien. En fait, Ok. ben, ça peut être correct, mais ça va pas affecter ton crédit positivement. T'es pas en train de t'aider. T'es pas en train de te nuire non plus, mais t'es pas en train de t'aider. Ok. Tu sais, il y a du monde qui vont tout payer ça, ils vont acheter, puis 30 secondes après, ils sont connectés, puis ils se remboursent. Et là, ce que je dis, ça reste, ok, faut pas oublier, ça reste du général. Il y a toujours des nuances. Ça, c'est sûr et certain, parce que le crédit, c'est juste un des multiples aspects qui impactent votre dossier de crédit. Si vous avez jamais de retard sur vos factures, même si vous remboursez votre carte de crédit super rapidement, ben oui, ok, votre carte de crédit vous procure pas davantage sur votre historique de crédit nécessairement, ou du moins beaucoup moins, mais tout le reste va le faire. Donc, moi, ma recommandation, c'est pour ceux qui n'ont pas un bon dossier, ben, prenez une carte de crédit puis remboursez-la à chaque fois que vous avez un relevé. Vous ne paierez pas d'intérêt en plus, donc il n'y a aucun frais. D'accord. Je suis encore perdue. Comment quand mes questions sont pas écrites, là, je me parle littéralement, j'écoute tellement à fond ce que tu dis que je suis comme, hey, j'ai une autre question, mais faut pas que j'oublie de la poser, je l'oublie. Je voulais continuer sur la marge, les cartes de crédit. On a parlé de solde. Peut-être carte de crédit versus marge personnelle. Je voulais faire un parallèle avec ça parce que j'ai récemment, comme quand j'ai eu ma grosse séparation, il a fallu que je me remeuble au complet. Fait que là, je me suis adonnée à acheter un matelas, à acheter des meubles, à acheter, je sais plus trop quoi. J'ai acheté une voiture, j'ai acheté plein de choses. Je me suis ramassée avec plusieurs accordés, à toutes des taux différents. Il y en avait qui étaient beaucoup plus avantageux que d'autres. J'avais du 0%, mais j'en avais aussi à genre 14%. Fait qu'à un certain moment, je me suis demandé, est-ce que si je fais une espèce de, pas une conciliation de dette, mais une marge de crédit un peu plus haute, avec un taux plus bas, ce serait plus avantageux pour moi. Fait que c'est ça que j'ai fait. Moi, j'ai appelé ma caisse, puis j'avais un taux d'intérêt largement plus bas, puis ça m'a permis de payer juste un taux sur une dette, puis, ben, c'est une marge de crédit. Je sais pas si une marge de crédit versus une accordée, ça impacte un dossier versus un autre, ou c'est un peu l'équivalent. Une marge de crédit, vu que c'est un financement qu'on dit qui est ouvert, on appelle ça du crédit rotatif à l'interne, mais vu que c'est quelque chose que tu peux réutiliser, ça a un impact plus sévère sur ton dossier de crédit, mais pas nécessairement négatif, faut juste bien le gérer. Est-ce que c'est mieux ou pas qu'avoir 8 financements accordés à côté? C'est pas une réponse oui ou non. Honnêtement, tu sais, si tu avais plein de financements à 0% puis 1 à 14, tu as peut-être perdu au change en argent, mais des fois tu gagnes en santé mentale parce que tu dis là, j'ai juste un enfant. Là, au lieu de faire, je paye lui à telle date, lui à telle date, lui à telle date, lui à ci, lui à ça, là tu dis ok, c'est bon, j'en paye un, c'est ce qui est ça. Moi, ce que j'aime de la marge de crédit, c'est que ce que tu rembourses dessus, tu peux les réutiliser au besoin et t'es accordé. Ce que tu rembourses, tu peux pas t'en servir sans notre besoin si t'arrive un pépin. Fait que moi, j'aime bien la marge de crédit, sauf qu'il faut bien s'en servir. Oui. Là, ce que je dis, encore une fois, c'est dans le général, mais idéalement, tu conserves une marge de crédit. En fait, une carte de crédit, c'est la même chose, en bas de 70% de son solde maximal. Donc, si jamais tu as une marge de crédit de, on va dire, 10 000, bien, idéalement, tu la gardes à 7 000 et moins mensuellement. Si elle monte à 9 000, mais que tu la redescends ensuite à 6 000, pas grave. C'est juste que si sur 3, 4, 6 mois, elle est toujours à 9 800, sur 10, à côté, ouais. Ça va avoir un impact négatif. Idéalement, c'est en bas de 70%. Si tu la gardes en bas de 30%, ton dossier, il va vraiment monter rapidement en cote. Puis si tu la gardes à zéro, ben dans le fond, c'est que tu as une marge de crédit de 10 000, mais tu n'en as pas de besoin, fait que ta cote augmente plus rapidement. OK. Ah, ça fait augmenter la cote, avoir une marge de crédit à zéro. Oui. OK. Parce que c'est la liquidité que tu n'utilises pas et que tu pourrais utiliser. C'est ça. Là, okay. Encore une fois, là, il faut faire attention aussi parce que ça peut avoir un impact négatif aussi. Parce que quand tu vas dans une institution financière, moi, je considère que ta marge de crédit est pleine. Fait que si tu veux un financement, moi, je dis que ta marge est pleine parce que demain, tu peux la remplir. C'est vrai. Fait que ça peut nuire à ton dossier de financement, à ton institution financière, si tu as trop de crédit que tu ne te sers pas. C'est vrai. Puis si tu as trop de crédit, ça va aussi impacter ton dossier parce qu'ils trouvent que tu es à risque. Fait que ta cote de crédit va baisser. Ce que je dis là, c'est vraiment une gymnastique actuarielle que on peut la vulgariser ici puis dire des points généraux, mais il faut faire attention. C'est du cas par cas. Il faut toujours aller voir son conseiller financier. C'est ça, là. J'aimerais lire la question de Lucas dans le chat qui nous demande, il dit il n'y a plus de carte de crédit, il utilise seulement son débit, est-ce que ça peut influencer négativement? D'après ce que j'ai compris, Lucas a déjà une maison, il a déjà une hypothèque, puis à mon avis, il est déjà bien établi dans la vie. C'est peut-être pour ça qu'il se permet d'avoir juste
plus de carte de crédit? Est-ce que ça peut l'influencer, ça, de pas avoir de carte de crédit, ou ça change rien? Non. Je veux dire, en fait, la carte de crédit va aider à améliorer ta cote si tu t'en occupes bien. Si tu as déjà une bonne cote, tu n'as pas besoin d'avoir une carte de crédit si tu t'en sers pas. Si en plus tu as déjà une hypothèque, en fond, ce qui est important de savoir, c'est que ça te prend du crédit pour avoir du crédit. C'est même, c'est comme ça prend de l'argent pour faire de l'argent, c'est la même chose. Si tu n'as pas de crédit, si tu n'as pas d'historique, pourquoi est-ce que je te ferais confiance à t'en prêter? Surtout si tu es rendu à passer 30 ans, 40 ans, il y a des gens des fois qui arrivent, ils ont 45 ans, ils n'ont jamais eu de crédit. Moi, quand je vois un dossier de crédit vierge qui n'a rien, moi je pense faillite. Moi je pense qu'il a fait faillite il y a 7 ans, puis là il y a un dossier qui n'a absolument plus rien. C'est la première chose qui me passe par la tête. Fait que là, je suis comme, bon, je veux-tu vraiment prendre la chance de prêter mon argent à cette personne-là? Tu sais, si tu as déjà du crédit, prêt étudiant, prêt marge de crédit, hypothèque, quoi que ce soit, facture de téléphone. Si tu as un téléphone, normalement, tu as un dossier de crédit parce qu'il s'inscrit, si tu payes l'hydro, tout ça s'inscrit à ton dossier. Donc, une carte de crédit n'est pas nécessaire. Bref, j'ai parti d'une tangente, mais c'est pas nécessaire. Non, c'est parfait. Est-ce qu'une carte débit Visa peut compter sur une carte de crédit? C'est quoi la différence entre une débit, une Visa ou une débit Visa? C'est quoi la différence? La débit Visa, ça, c'est pas mal européen. Est-ce que c'est une question d'un Européen, ça? Non, Samy est 100% québécois, il y a un QC à côté de son nom. Une carte débit Visa peut compter, ben, c'est parce que normalement, ça dépend. Je sais qu'il y a certaines institutions financières qui offrent ça. C'est comme une carte. C'est comme les deux en même temps. C'est une carte de crédit et une carte de débit. C'est bien ça? J'ai une bonne question. Parce que là, je veux pas mélanger parce que normalement, j'entends ça, puis c'est des Européens, puis ils appellent ça la carte bleue. C'est une carte qui est débit et crédit. Ouais, c'est ça, ok. C'est un peu une carte prépayée? Non, là, je m'avancerai pas trop là-dessus parce que je la comprends pas exactement très bien. Mais c'est. Je vais vérifier qu'est-ce qui est écrit. Ah, c'est une carte de débit qui permet de faire des achats sur Internet. Ouais, c'est ça. Souvent, il y a un code vérificateur en arrière à 3 chiffres, là, comme une carte de crédit. Mais j'irai pas plus loin que ça parce que je connais pas le produit. D'accord. J'ai pas envie de donner de la mauvaise information. C'est bien parfait. On laisse ça comme ça. Donc, Samy, on laisse un gros point d'interrogation là-dessus. Va voir ton conseiller financier, exactement. Je suis allée poursuivre avec ça. On a Makou qui m'a posé la question un petit peu plus haut, puis je pense que je l'ai skippé, j'ai pas le temps d'y revenir. Y a-t-il un problème si je sors de l'argent de ma carte pour payer ma carte de crédit avant la date limite de l'échéance? Dans le fond, faire une avance d'argent de ta propre carte de crédit pour te rembourser toi-même, ben, si tu manques d'argent pour payer ta carte de crédit, fais-le. C'est niaiseux, mais ça va avoir un meilleur impact que si tu as un retard. Mettons que ta carte de crédit, il faut que tu payes un montant minimum, mais tu n'as pas de loose dans ton compte. Oui, faire une avance de fonds pour ensuite la remettre dessus pour payer, ça va te générer de l'intérêt. Tu vas payer de l'intérêt, donc c'est pas rentable financièrement. Mais le retard de paiement va avoir un impact négatif, tandis que l'avance de fonds va avoir un impact, mais moindre. Vraiment moindre. Donc, oui. Si c'est le dernier recours, vas-y. Oui, ça vaut la peine. Excellent. Tantôt, on a parlé de prêt étudiant. Tu nous as dit, ne faites jamais cette erreur! Point d'exclamation. Oui, c'est ça. Le prêt étudiant, ça, c'est la dernière chose que vous devriez rembourser. Honnêtement, vous devriez juste rembourser ça si vous avez eu un héritage trop gros, vous savez pas quoi en faire, ou vous avez gagné à l'auto. Parce qu'un prêt étudiant, c'est un taux. Là, on parle du prêt gouvernemental. Là. Si vous avez un prêt dans une institution financière, à ma connaissance, il n'y en a pas grand qui font ça. Il y en a quand même, là, mais il n'y en a pas beaucoup qui font des prêts pour les étudiants. Le prêt gouvernemental, le taux est très très bas. On parle de quoi, à peu près 4% là, ces temps-ci. Ça augmente selon le taux du gouvernement. C'est eux qui décident du taux. Là. C'est à peu près à 4%. Puis c'est déductible d'impôts. Les intérêts sont déductibles? Exactement. Okay. Donc tout ce que tu payes en intérêt, tout ce que tu... En fond, parce que l'argent en prêt, elle t'a été donné. Fait que c'est de l'argent que tu fais juste comme redonner. L'intérêt, c'est déductible d'impôts. Fait que tu peux déduire ça de ton salaire. Fait que tu sais, t'as pas avantage à le rembourser plus vite qu'il faut. Il te coûte rien. L'argent que tu dis, mais tu sais, c'est pas tout à fait vrai, tu payes quand même un peu d'intérêt là, parce que c'est pas 100% comme avantageux, mais si t'as pas de fonds d'urgence, si t'as rien placé dans des épargnes à long terme, c'est ça ta priorité.
si tu as déjà mis ton argent de côté pour tes projets, pour ta maison, pour ton voyage, tu as déjà ton coussin d'urgence pour tes 3 mois si t'arrive une bad luck, ok, mais en plus, mais encore là, je te dirais, as-tu autre chose que tu veux faire? Tu veux-tu, je veux dire, ta retraite, tu veux-tu un lit brodé en or? Regarde, c'est la... Paye-le sur 15 ans, puis c'est tout. C'est sûr que, tu sais, des fois, là, ce que je dis, encore une fois, là, j'exagère encore une fois, là, c'est toujours sujet à la situation. Si tu as un prêt étudiant de 150 000 $ parce que tu es comme un médecin, ben c'est sûr que 150 000 $, ça peut impacter ton dossier de crédit si tu veux acheter une maison. Ouais. Fait que cas par cas, ça se pourrait que tu veuilles mettre une partie plus vite dessus. Mais encore là, si tu es un médecin, tu as un salaire qui est pas pire, l'institution financière va se dire ouais, ce prêt de 150 000 $ là, on s'en balance un peu, on le comptera pas parce que, tu sais, il va faire un revenu nettement supérieur, il va le payer. Puis, derrière chaque étude de dossier, il y a un humain, donc si jamais vous avez tellement d'argent que vous dites ouais, je voudrais vraiment en mettre mes étudiants, parlez à votre conseiller, voir s'il n'y a pas une autre suggestion. C'est ça. Puis sinon, allez-y, battez-vous. Intéressant à savoir. Donc, tu considères que cette dette-là est pas urgente à payer? C'est pas... Loin de là. C'est quelqu'un qui sort de l'école, mettons, il y a un prêt auto, puis ben, mettons, peut-être pas un prêt auto, mettons que c'est un prêt personnel, mettons, en bas de 5 000 $, je pense qu'ils font pas de prêt auto, quelque chose comme ça, des fois, ça arrive. Bref. Je sais pas s'il y a un minimum pour faire un prêt auto. Je sais pas. Ça dépend. D'accord. Fait que, mettons un prêt auto, je sais pas moi, 8% versus ta dette d'études à 4%, t'es comme mieux de rembourser celle-là avec un prêt auto. En plus que lui, ces intérêts-là sont pas déductibles d'impôt. Exactement. Puis en plus, le prêt étudiant, les institutions financières s'en fichent un peu de l'avoir parce qu'il est garanti par le gouvernement. Donc, ils peuvent jamais perdre cet argent-là. Fait que ça affecte pas ton dossier de crédit. Ça l'affecte un peu quand même parce que c'est un paiement mensuel que tu fais, mais tu sais, c'est nettement inférieur. C'est la dernière chose. En fait, tu n'auras jamais un prêt aussi rentable que lui. Excellent. Des prêts rentables. Je savais pas que des prêts pouvaient être rentables. Ben, dans le sens que, tu sais, à part un prêt à 0%, là, mais tu sais, normalement, un prêt à 0%, il vient avec d'autres petits à côté. Il y a quelqu'un qui a fait du cash quelque part. Là. Ben, c'est sûr. Avenger nous demande si je paie ma carte de crédit d'un coup sec, est-ce que ça compense mes retards? Moi, je crois que non. Ça compense pas, mais c'est sûr que si tu payes d'un coup, tu arrêtes de payer l'intérêt, ce qui est quand même un net avantage. Et ben, ça fait en sorte que ton crédit est rendu à zéro. Donc, ben, ton solde du crédit est rendu à zéro. Ce qui veut dire que si tu réussis à le maintenir là mensuellement, mois après mois, ben ton dossier va nettement augmenter rapidement. Tes retards vont rester là pendant un bon nombre d'années. Mais tu sais, quand je regarde ton dossier, puis je vois que tu as eu des retards en 2013, là. On est en 2019, là. Je suis comme, ouais, tu sais, le dude, là, il a 24 ans, il a eu des retards quand il avait 18, tu sais, il a fait le party, il a bu un peu trop de bière, fait que j'en ai eu des retards moi aussi, je suis pas un idiot, je vais évaluer. C'est sûr que si tu as eu 18 retards l'an passé, peut-être que je vais me dire que tu n'as pas encore appris ta leçon, fait que je vais peut-être pas te prêter tout de suite. Mais tu sais, c'est toujours une question de gros bon sens, là. C'est rare qu'on va refuser juste parce qu'on voit des chiffres. À part si les chiffres sont vraiment dégueulasses, là. Normalement, tu sais, l'humain derrière va faire la différence. Joe Labrute nous demande, moi, mon père est riche. Est-ce que ça me donne une meilleure cote de crédit? Est-ce que c'est plus facile de prêter à quelqu'un qui est bien endossé? Je sais pas comment dire. Oui, c'est ça. Ça ne donne pas un meilleur code de crédit. Ça t'impacte pas directement, mais c'est sûr que s'il signe son nom à côté du tien sur un financement, dans le pire des cas, ils vont demander à ce qu'ils mettent un peu d'argent de côté en garantie, mais tu sais, mettons là, que ton père il fait un 300 000 $ par année ou il y a un demi-million en placement à ton institution financière, là, ça se peut qu'ils disent, bon, c'est sûr que si ton père ben de l'argent dans une autre institution financière, ça se peut qu'ils disent, ben là, s'il amène son cash ici, on va te le faire, il n'y aura pas de problème. Ah ben. C'est toujours une question de, ben ok, c'est bon, mais qui amène son cash. Tu sais, je veux dire, tu vas profiter de ton père riche, mais nous aussi, on veut profiter de ton père riche. J'aime ça, au moins, ils sont pas hypocrites, on veut profiter de ton père. Si je comprends bien, tu paies les intérêts juste quand tu as du retard. Pas exactement. Là, ça dépend de produit à produit. Fait que là, je généralise fois, mais la plupart des cartes de crédit ont un délai de carence, un délai de grâce. Donc, souvent, c'est 21 jours. Donc, quand tu fais ton achat,
sur ton prochain relevé, c'est-à-dire si tu payes le solde total de, mettons que tu as une carte de crédit de 1000$, tu as utilisé 700$, ils vont dire solde total à payer. Si tu payes ce montant-là, tu ne paieras pas une scène d'impôt. Si tu payes ce montant-là moins 1$, tu vas payer tout l'intérêt depuis le jour 1 sur le 700$ que tu as utilisé. Donc ça, c'est une subtilité qui n'est pas évidente parce que, dans le fond, dès que tu utilises ta carte de crédit, tu accumules de l'intérêt. C'est comme une marge de crédit, c'est comme n'importe quel financement. Dès que tu utilises du crédit, tu accumules de l'intérêt. Sauf que si tu rembourses ce que tu as utilisé au relevé, dans le fond, ils vont te dire « paye avant telle date ». Si tu payes avant telle date, ben, tout l'intérêt qui s'est accumulé, il garoche au vidange, puis voilà, merci, bonsoir, c'est fini. Ok. Si tu ne payes pas le solde total, donc même 5 cents de moins, là, c'est pas grave, ils vont te charger tout l'intérêt qui est accumulé, là, ben, au lieu de le garocher au vidange, ils vont tout te le charger. Pas l'intérêt sur le 5 cents de ne pas payer, sur le 700 complet. Ça, c'est la subtilité à catcher. C'est sûr que si tu payes 695, ben là, le 5$ qui reste, là, à partir de ce moment-là, l'intérêt se compte sur le 5$. Tu payes moins cher d'intérêt quand même. Mais si tu n'as pas pu le payer au complet, le montant qui a été accumulé est chargé. Ensuite, tu payes l'intérêt sur ce qui reste à ton solde. D'accord. Payer le paiement minimum, c'est le minimum que tu dois faire. Si tu le fais pas, tu te tires dans le pied. Ok. Si tu le fais juste le paiement minimum, ben là, tu payes cher d'intérêt. Donc, si tu peux pas faire plus, tu as au moins un paiement minimum. D'accord. Fait qu'au moins faire le paiement minimum, sinon faire tout le paiement. Si on a les moyens. Pas niaiser avec ça. Je voulais poursuivre dans une direction. Après avoir parlé un peu des placements, succession, placement, on a parlé crédit. Côté finance, qu'est-ce qu'il nous reste à aborder? C'est de façon générale pour le commun des mortels, comme moi j'ai dit plus tôt. Des choses importantes. Ben, c'est sûr que budgéter, comme on disait, avoir un petit coussin de sûreté, 3 mois, des fois, c'est peut-être un petit peu difficile à atteindre. Viser avoir 1 mois, c'est déjà un bel accomplissement. Le crédit, les placements, on a quand même fait un tour très général, je pense. J'essaie ben, là, il y a toujours l'aspect assurance. Ça, je vais rester très, très général parce que je n'ai pas mon permis d'assurance. Donc, je ne peux pas parler précisément de produits ou de conseils là-dedans. Mais, tu sais, il y a comme une espèce de mauvaise réputation qui est attachée aux vendeurs d'assurance. Tu sais, du monde qui fait du porte-à-porte, là, puis qui te vend une assurance là, vraiment bidon, là, comme les vendeurs de balayeuses. Mais, honnêtement, une bonne assurance, ça peut être aussi, sinon plus rentable qu'un placement. Ah ouais. Puis de ton vivant, une assurance vie peut être plus rentable de ton vivant pour toi qu'un placement. Fait que, tu sais, puis à la mort, techniquement, c'est plus rentable encore pour tes proches qui vont en bénéficier. Là, je dis pas de prendre une assurance pour prendre une assurance. Là. Une assurance, ça comble un besoin. Si tu n'as pas de besoin d'assurance, ça sert à rien. Tu sais, c'est une hypothèque. Là. Mettons, on dit un chiffre facile de 100 000 $. Si tu décèdes, ben, ça serait le fun que tu aies une assurance d'au minimum 50 000 $ pour payer ta partie de l'hypothèque pour laisser moins de troubles à ton conjoint. Le meilleur des mondes, c'est un 100 000 pour que l'autre ait juste plus d'hypothèque à payer. Mais tu sais, une assurance sert à combler un besoin. S'il n'y a pas de besoin, quand même rare qu'il n'y a pas de besoin du tout, l'assurance sert à rien. Mais c'est pas à sous-estimer. Il y a vraiment plein de produits super intéressants, autant pour la vie, pour la maladie, pour l'invalidité. Parce que tu sais, ce qui te rapporte le plus de cash dans la vie, c'est ta job. Si tu peux pas faire ta job parce que tu es blessé ou malade, puis tu n'as pas d'assurance collective au travail ou tu n'as pas d'assurance personnelle que tu as pris dans une institution financière, ben ta machine à cash, c'est toi. Ta machine à cash est hors service, tu n'as plus de cash. Bonne chance sur l'aide sociale à payer une hypothèque. Ouais. Tu vends ta maison, puis là, tu te ramasses dans un appart, puis là, t'es vraiment amer parce que tu l'aimais ta maison. Fait que les assurances, c'est un autre genre de coussin? Oui, honnêtement, c'est la protection pour faire en sorte que tous tes projets que tu as, tu t'épargnes pour ta retraite, t'épargnes pour ton voyage, t'épargnes pour ta maison. L'assurance, c'est pour aller juste protéger toutes les actions que tu fais jour après jour. Donc, on parle généralement d'assurance invalidité, assurance vie. Il y a d'autres genres d'assurance. Assurance vie, invalidité, maladie. Ok. Maladie, c'est pas Ah, ok, ouais, c'est pas vraiment l'invalidité. Parce que invalidité, souvent, c'est juste comme, ben, tu sais, pour une raison ou pour une autre,
tu es inapte à faire ton travail, ben là, tu vas avoir un revenu selon l'assurance que tu as pris. Des fois, dans tes assurances collectives au travail, tu as déjà des assurances incluses. Fait que, tu sais, des fois, il faut faire attention. Si tu as un vendeur d'assurance qui est un petit peu trop agressif, pense à aller voir un conseiller en assurance. Il y a une différence entre les deux, là. Mais c'est ça, l'assurance en maladie grave qu'on appelle souvent, c'est plus comme, ben tu sais, tu as un cancer. Tu n'es pas nécessairement inapte à faire ton travail encore, mais tu as un diagnostic de cancer. Ben là, mettons que tu as une assurance maladie grave, ben tu peux utiliser ça pour aller arrêter de travailler pendant une journée ou deux pour aller payer les traitements que tu as besoin. Au Québec, c'est moins pire parce que la plupart est couvert par l'assurance maladie. Ouais. Mais il y a des frais liés à ça, que ce soit parce que tu peux pas travailler une journée et que ton travail te donne pas des congés payés pour ça. C'est vrai. Puis des fois, là, le monde dit « Ben là, je veux pas assurer mes enfants, c'est glauque, je veux pas faire d'argent sur leur dos. » Ah, ok, mais ton enfant, là, il a un cancer, il a 8 ans. Mettons, là. C'est plate à dire en maudit, ouais. Là, il a 8 ans de cancer. Oui, ok, tu l'assures. C'est pas pour faire de l'argent, parce que c'est qui va arrêter de travailler et s'en occuper? Exact. C'est toi. Fait que tu sais, t'as pris une assurance maladie grave de quoi? 25 000 $, mettons, là. 25 000 $, là, c'est un revenu annuel de 30 000 $ brut avant impôt. Fait que tu sais, ça veut dire que ça te donne 1 an pour t'occuper de ton enfant si tu fais un revenu de 30 000 $ par année. D'accord. Fait qu'une petite assurance, pas obligée d'être l'assurance à 200 000 par tête, mais un petit coussin au cas où que... Exactement, c'est au besoin. Ok. Fait que les assurances, c'est un beau coussin, une belle garantie. C'est quelque chose qui est souvent sous-estimé parce que c'est payé pour ma mort. Je veux pas sûrement... C'est ça l'affaire, si on paye pas juste pour notre mort. Non. On paye pour beaucoup de choses. Pour se garantir aussi un avenir. C'est ça, exactement. Puis il y en a beaucoup qui sous-estiment ça, mais je commence à magasiner ça live. Il y a plein de choses qui se passent dans ma vie présentement, mais je suis en train de tout changer, puis de solidifier mes affaires, mettre de la structure, testament, assurance. Puis on m'a dit genre, tu sais, faut que tu magasines ça le plus tôt possible des assurances, genre pendant que t'es jeune, t'es en santé. Si t'as pas d'antécédents, si t'as pas, tu sais, si tu fumes pas là, ça paraît pas, mais genre tu payes la moitié du prix de tes assurances si t'es non-fumeur. Plein de monde qui vont vouloir t'assurer si t'es non-fumeur. Fait que fume pas, c'est mauvais, fume pas. Moi, je fume pas. Si jamais vous fumez du cannabis, là, faut plus qu'une fois par semaine. Parce que ça compte comme fumeur, sinon. Exact. Fait que, en tout cas, bref, des assurances, ça se magasine aussi comme tout. Faut aller voir un conseiller, comme un conseiller financier. Mais plus vite on s'y prend, mieux c'est, je pense. Faut pas checker ça à 65 ans quand t'es sur le bord de ta mort. Là. Non, vous êtes plus assurable à ce moment-là, puis ça va coûter un bras puis 2 jambes. Là. Mais c'est ça, une assurance permanente que je la paye pendant 10 ans puis elle reste toute ma vie. Let's go, tu prends ça à 25 ans, ça va te coûter une pinotte. Ça me coûte une pinotte. Ben oui. Bon, mais je pense que ça fait pas mal le tour, moi, des questions que j'avais pour toi ce soir. Puis on a quand même 1h30 déjà de podcast de fait. Donc, on veut pas trop écœurer nos gens sur Balado. Parce qu'ils aiment ça 1h30. Mais pensez ça, ils téléchargent pas mon podcast. Fait que, est-ce que t'avais des choses à ajouter? Des petites choses, des derniers conseils, des petites dernières... des petits rappels à faire avant de nous quitter? Non, honnêtement, je pense qu'on a bien fait un beau petit recap. Puis le dernier que je vais faire, c'est aller voir votre conseiller. Ce que je vous ai dit là, c'est tellement général puis vague que ça va peut-être s'appliquer à vous. L'important, c'est que ça allait allumer des lumières puis que vous allez voir votre propre conseiller financier. Puis si vous en avez pas, il y a du monde à votre institution financière qui peuvent quand même répondre à vos questions. Puis s'il y a personne qui peut répondre à vos questions, c'est peut-être le temps de changer d'institution financière. Ah oui, il y en a partout des conseillers. Oui. Partout, j'en ai partout. Autant dans mon institution financière que juste tu magasines des assurances vie, puis là, mettons, tu vas avoir une autre compagnie, ben, tu sais, la personne qui va te conseiller est peut-être bien conseillère dans d'autres domaines aussi, puis elle peut peut-être faire « Hey, mais je suis capable de te parler de tes investissements aussi. Peut-être que ton institution financière te fait pas des assez de bons taux, peut-être que je peux t'aider plus que ça. » Des fois, c'est... Tu sais, si tu cherches pas d'aide, là, tu peux pas te faire aider. Fait que, ouvre-toi les bras, ouvre-toi les yeux, puis sois réceptif. Genre, avoir des conseils puis des soumissions, là, ça t'engage à rien. Puis après ça, tu prendras une décision éclairée avec les renseignements que t'as. Exactement. Excellent. Puis faire des prix aussi. Les courtiers en assurance, je pense, je peux par expérience en parler. J'ai déjà juste envoyé dans un cabinet d'assurance, je voulais des assurances pour une voiture. Puis ils m'ont sorti tous les prix avec mon dossier. Selon la meilleure compagnie, ils m'ont sorti une compagnie. En plus, ils m'ont dit, genre, tu sais, ils étaient vraiment là, prêts à m'aider. Ils m'ont dit, si tu prends telle couverture de plus, ça te coûte genre quasiment moins cher. Puis là, il m'avait dit, puis ça t'engage à rien de plus, mais tu vas juste être couvert pour, puis ça te coûte moins cher. Fait que j'ai comme passé de, je sais pas, moi, ça me coûtait comme 98$ par mois d'assurance voiture, puis j'étais rendu à 32. J'étais comme, hey, y a-tu quelqu'un qui se graissait la patte à quelque part? J'avais les mêmes couvertures ou presque pour genre un tiers du prix. J'étais scandalisée. Bref,
tout se magazine dans la vie. Ne prenez pas la paresse, ne choisissez pas la voie facile, puis prenez le temps de checker vos affaires. Vous travaillez pour votre avenir, les gens. Est-ce que tu veux nous faire un petit récap de où est-ce qu'on peut te suivre? Parce que les gens ici sur le chat, je pense qu'ils t'ont bien apprécié puis qu'ils vont retourner voir ton live ou tes réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais sur les internets? On peut me suivre principalement sur Twitch, twitch.tv /joueur sans fromage. Mais je suis aussi sur Facebook relativement actif sur la page Le Joueur sans fromage qui partage l'actualité des jeux vidéo. Donc autant PC indépendant, PlayStation, Switch, un tout petit peu de Xbox, mais j'en ai pas, fait que je me sens un petit peu moins interpellé. Mais je partage beaucoup d'actualités, puis je partage pas tant souvent mon propre stream sur ma page. Donc si jamais vous voulez avoir juste de l'actualité, ma page est quand même pas pire. Twitter, suivez-moi pas. Non, ça sert à rien. Instagram, je pose des photos de barbe. Visiblement, c'est juste à ça que ça sert, Instagram pour moi. Donc, moi, je mets des fesses, toi, des barbes. Une page YouTube, Joueur sans fromage aussi, que vous pouvez chercher. Elle va revenir à la vie dans les prochains mois. Fait que j'ai décidé de retenter l'aventure d'editing. Donc, c'est ça. Elle va revenir, mais je pars de loin. Mais je me suis beaucoup amélioré depuis quand même. Merci encore pour ton passage sur le podcast cette semaine. Je pense que ça va être une expérience à répéter. Peut-être avec un autre sujet. T'es vraiment intéressant à écouter. Tu parles bien. Tu connais ton sujet. Bref, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Merci aussi aux gens sur le chat d'avoir été des nôtres. Je vous remercie aussi également les personnes qui vont réécouter en rediffusion sur Balado Québec et YouTube d'avoir été des nôtres. Je vous invite à laisser un follow ou un petit commentaire constructif ou ben juste votre constatation sur le bas de l'écran. Il doit y avoir une place pour les commentaires. Cherchez un peu, le déroulé, vous allez trouver. On se revoit la semaine prochaine pour un nouveau podcast, Lilo Talk, avec un nouvel invité, un nouveau sujet. N'hésitez pas à suivre mes réseaux sociaux pour ne rien manquer de ce qui s'en vient. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ladymp.ca, c'est là que ça se passe. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée, fin de soirée. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine!